Merci infiniment, Marco, et très heureux d'être avec vous. Alors, je dois vous dire que je suis quand même aussi très inquiet parce que, en m'adressant à vous, je sors quand même de mon espace de sécurité. Euh, je suis rarement intervenu sur ces questions relatives au théâtre, en enseignement du théâtre, aux ateliers théâtre. Non que la question ne m'intéresse pas, mais parce que je n'ai pas explicitement mené des travaux de recherche sur cette question. En réalité, j'ai mené un travail de recherche il y a une dizaine d'années sur des ateliers, non pas exactement de pratique théâtrale, mais quand même qui s'y rapportaient un peu, dans des classes de l'enseignement primaire, de CM1 et de CM2. Mais c'est le seul petit travail que j'ai effectué, très intéressant. Vous en trouverez, si vous voulez, des comptes rendus de recherche sur mon site. Mais à côté de ça, je n'ai pas vraiment travaillé d'une manière sérieuse, solide et approfondie sur cette question des ateliers théâtre. J'ai pas pris le temps de mener une recherche en allant en voir de très nombreux pour repérer les invariants, pour identifier les difficultés, pour voir quel était l'effet sur les élèves, pour voir si cet effet était dû à l'animateur, l'animatrice, au théâtre lui-même, au type de théâtre qui était pratiqué. Tout ça, c'est des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre dans la mesure où j'ai pas mené ce travail précisément. En revanche, comme Marco l'a indiqué, depuis très longtemps, moi, je croise le théâtre dans mon parcours. Moi, j'ai découvert le théâtre très tôt au Festival d'Avignon. J'étais un lycéen d'un lycée d'à côté d'Avignon, à Alès, dans le Gard. Et on a eu la chance, dès les années, moi j'ai eu la chance, dès les années 1965, donc aucun d'entre vous n'était né en 1965, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des ateliers à Avignon qui étaient animés à l'époque par les CMEA, ils le sont toujours, dans le cadre du Centre international de jeunes et de séjour, d'assister à des spectacles et de découvrir à cette occasion, à travers le théâtre, autre chose que ce que mon univers familial et scolaire m'avait permis de découvrir. Donc le théâtre a été à ce moment-là pour moi quelque chose de très très important et ça m'a fait basculer en grande partie vers une recherche pédagogique. Parce que au fond, je n'avais de pédagogie que la représentation du maître traditionnel dans la classe traditionnelle. Et à Avignon, j'ai découvert, surtout dans les années 60 à 70, c'était des années un peu particulières, des années un peu agitées, en particulier 68. J'étais à Avignon à 68, j'ai défilé avec le Living Theatre dans les rues d'Avignon, c'était des moments un peu particuliers, hein. Mais on y découvrait en tout cas qu'il y avait d'autres modes de communication, de transmission que la pédagogie traditionnelle dans le cadre du lycée traditionnel auquel j'ai été confronté toute l'année. Donc ma relation avec le théâtre a commencé très tôt. Elle s'est poursuivie parce que j'ai été très vite animateur dans des colonies de vacances, dans des centres de séjour, où nous avons pratiqué beaucoup le théâtre, alors en empruntant à diverses sources. On empruntait à la fois un peu au jeu de rôle, on empruntait au théâtre forum d'Augusto Boal, on empruntait à une multitude d'inspirations différentes. Et puis en tant que professeur de lettres, j'ai été professeur de lettres à plusieurs reprises, à la fois en collège, en lycée et en lycée professionnel. J'ai beaucoup travaillé avec mes élèves sur le théâtre et avec le théâtre en amenant beaucoup mes élèves au théâtre, sur le théâtre en travaillant sur des textes théâtraux avec eux, et par le théâtre en travaillant en atelier théâtre avec mes élèves. Voilà, donc je vais m'appuyer sur cette expérience, un peu aussi sur mes lectures. J'ai été compagnon de route pendant de très nombreuses années d'une association que vous connaissez peut-être, l'ANRAT, qui travaille aussi beaucoup sur ces questions de recherche et d'animation théâtrale. J'ai eu la chance de travailler aussi avec Canopé, mon collègue Jean-Claude Lalias, sur toute une série d'outils de mise à disposition aux scolaires de documents concernant le théâtre. Et c'est un peu à partir de tout cela, et d'une manière un peu personnelle et pas académique au sens universitaire du terme, que je vais vous parler. Alors, en introduction, vous rappelez que l'école et le théâtre ont entretenu toujours une relation conflictuelle. Je t'aime moi non plus. Vous vous souvenez peut-être que chez Platon,
Le théâtre est banni, le théâtre est proscrit, le théâtre est considéré comme le règne des apparences et de la superficialité, de l'ambiguïté. Le théâtre est considéré comme le lieu où l'on va se pervertir au regard de la philosophie qui, elle, permet d'accéder à l'essence, alors que le théâtre se complaît dans les apparences. On trouve la même chose chez Rousseau. Alors, c'est intéressant parce que Rousseau reste quand même le père de la pédagogie moderne, hein. Mais Rousseau excommunie le théâtre, il militera même dans sa vie pour faire fermer un théâtre, ce qui est assez terrible pour quelqu'un comme moi, de savoir que Rousseau, dans sa vie, a milité pour faire fermer un théâtre. Rousseau qui ne tolérait, vous le savez, qu'un seul texte littéraire pour l'éducation des enfants, qui était Robinson Crusoe. C'était le seul texte littéraire auquel il considérait que les enfants et les adolescents pouvaient accéder, parce que c'était le texte qui, par essence, renvoyait à l'état de nature. Quoi qu'on peut interroger Robinson Crusoe, et en réalité, Robinson ne survit que parce qu'il est relié par le bateau qui a coulé à côté, et qu'il n'est justement pas dans l'état de nature. S'il avait été dans l'état de nature, il est clair que Robinson serait mort très vite. Donc, Platon, Rousseau, voilà, excommunient le théâtre. On trouve aussi des propos très anti-théâtre chez quelqu'un comme Condorcet, par exemple, qui prône le règne de la raison et qui explique que l'école est faite pour se mettre face à des raisonnements et qui considère que le théâtre va manipuler des émotions et trahir la possibilité et compromettre, la possibilité d'accéder à la raison. Il sera repris par toute une série de gens derrière lui. Et ça va rester assez ancré dans la tradition, on va dire, républicaine. Un grand pédagogue, grand républicain par excellence, qui est Alain, disait « Je hais le théâtre. L'école n'est surtout pas un théâtre, parce qu'à l'école, on n'applaudit pas. L'école n'est pas le lieu où on quête la satisfaction de quiconque, c'est le lieu de l'élévation de l'âme, et de la promotion de la raison. Quiconque quête la satisfaction par ses applaudissements est voué à la démagogie la plus ignoble. » Ah, c'était un peu dur, hein, assez violent même. On trouve ça dans un texte des propos d'Alain, juste avant sa mort d'ailleurs. Et donc, on trouve un peu partout cette idée que le théâtre serait, au regard de l'école et de l'instruction pure, un art de la séduction et de la tromperie qui éloigne de la rigueur intellectuelle et de la véritable connaissance des choses. Ça, c'est Platon. L'école se veut un lieu d'exercice de la raison, avec un R majuscule, c'est Condorcet, dégagé de toute manipulation affective, et le théâtre est perçu comme une manipulation affective insupportable pour obtenir l'assentiment, l'approbation et l'amour du public. Voilà. À l'école, on n'applaudit pas, on réfléchit. Alain, c'est ça qui fait la grandeur de l'école. Le maître ne quête pas la satisfaction de quiconque, même d'une certaine manière, on peut se demander si pour Alain, le critère de réussite, c'est pas l'insatisfaction du public. Voilà. Mais on va pas aller sur ce terrain. Simplement, on va s'apercevoir que dans l'histoire, l'affaire est un peu plus compliquée que je viens de vous le dire. Parce que en réalité, beaucoup de gens vont se demander assez vite si la raison que promeut l'école n'a pas elle-même besoin d'une certaine forme de mise en scène. Et si d'une certaine manière, il n'y a pas dans la transmission du savoir une dimension théâtrale. Et on va voir, alors, en dehors de l'éducation nationale, c'est intéressant, c'est les jésuites qui vont les premiers réintroduire le théâtre dans l'éducation. Les jésuites sont rationnels, enfin raisonnables plutôt que rationnels, et qui vont voir dans le théâtre une occasion de former l'individu. Alors les jésuites sont très pertinents parce qu'ils disent très vite, on le trouve dès le Ratio Studiorum, ils disent très vite, la raison pure n'existe pas, elle a besoin de théâtre. Elle a besoin de théâtre et elle ne peut pas se passer, l'école, de la théâtralisation qu'elle condamne.
Et on voit ainsi toute une réflexion qui apparaît à partir du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, qui se prolonge beaucoup au XIXe siècle, sur cette idée que l'école est aussi un lieu où on se met en scène parce que le savoir doit apprendre à se mettre en scène et que on ne peut pas suspendre l'affectivité. Alors, on ne peut pas suspendre l'affect, il y aurait une forme d'illusion dans une raison qui serait une raison pure, hein, la raison platonicienne, que la raison s'incarne toujours dans des personnes, que les personnes s'incarnent à travers leurs gestes et leurs paroles, et que dès lors qu'on est dans le geste et le parole, il y a forcément une dimension théâtrale. Et l'école ainsi comprend petit à petit, à travers toute une série de gens, qu'elle doit construire une forme scolaire qui va reprendre un certain nombre de grands invariants de la forme théâtrale. Une des choses qui est intéressante à étudier historiquement, c'est comment forme scolaire et forme théâtrale vont à certains moments dans l'histoire, s'éloigner, se recouper, comment tout cela va se mélanger aussi avec des querelles autour de la question de la laïcité, par exemple, de la place de la raison par rapport à celle de la religiosité, etc., etc. Mais on va voir que finalement, et c'est aux jésuites qu'on le doit d'abord, après c'est l'éducation populaire qui va prendre le relais, mais c'est aux jésuites d'abord qu'on le doit, on voit à quel point les pédagogues vont intégrer l'idée qu'il y a dans le théâtre des éléments qui sont des invariants qu'il faut réinjecter dans la forme scolaire pour lui donner vie. Ces invariants, c'est la scansion du temps. Le théâtre scande le temps. Il y a un début et une fin. C'est un dispositif attentionnel. Alors j'ai mis le terme entre guillemets parce qu'il n'apparaît pas au XIXe siècle. Ce terme de dispositif attentionnel est un terme qui a été créé par un collègue aux USA il y a une dizaine d'années pour désigner toute une série de dispositifs d'organisation qui suscitent et permettent la focalisation de l'attention. Mais globalement, c'est quand même ça qui se dit, même si l'expression n'est pas utilisée. Une disposition des corps, une mise en espace de la voix, la présence de formes symboliques, on va le trouver dès Jules Ferry, cette idée que il y a dans le théâtre des formes symboliques à travers le lieu, le décor, etc., et que la classe doit réinvestir cette prise en compte des formes symboliques qui disent et qui parlent à l'élève. Hein, Ferdinand Buisson, le grand apôtre de l'école républicaine, l'auteur du fameux dictionnaire de pédagogie d'instruction primaire, dit « Les lieux parlent ». Écoutez les hommes et les femmes de théâtre, ils savent que le moindre objet sur la scène dit quelque chose au spectateur, et organisez votre classe en prenant en compte cette leçon-là. Hein, et donc on voit que l'école finalement va se retourner vers le théâtre, et on y voit finalement une transaction qui implique le sujet tout entier dans la transmission. Alors cette histoire va se poursuivre, et c'est évidemment à partir des années 1920, 1930 qu'elle va se développer d'une façon tout à fait extraordinaire. 1920-1930, c'est les balbutiements de l'éducation populaire. 1921, c'est le Congrès de Calais qui réunit un ensemble de pédagogues du monde entier autour de cette idée que l'enfant doit pouvoir s'exprimer, créer. Le thème du congrès, c'est l'enfant créateur. Hein. C'est l'éducation nouvelle qui va aller chercher un petit peu partout des hommes et des femmes de théâtre. Au Congrès de Calais, on joue une pièce de théâtre le soir. Dans l'éducation nouvelle, on met très vite en avant un personnage non européen, mais qui a écrit de nombreuses pièces de théâtre, qui est Krishnamurti. Korczak, le grand pédagogue polonais Korczak, va faire des pièces de Krishnamurti quasiment son quotidien, puisque vous savez que en août 42, quand Korczak qui a rejoint le ghetto de Varsovie avec les 192 orphelins juifs qui lui sont confiés, apprend que le lendemain la Gestapo va arriver dans le ghetto et qu'ils vont être tous exterminés, non seulement ne dit rien aux enfants, mais leur fait jouer la pièce de Krishnamurti, le facteur, et explique très bien dans le dernier texte que nous devons à Korczak à quel point le fait d'avoir
la dernière soirée de leur vie. Et ils savaient, Kortchak, que c'était la dernière soirée de leur vie. On avait d'ailleurs proposé à Kortchak un passeport américain qu'il a refusé, puisqu'il a accompagné les 192 orphelins jusqu'à Treblinka, où il a été gazé avec eux, où il explique que la dernière activité qu'il leur propose, c'est la plus noble, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Donc, événement assez émouvant. Et puis, dans la mouvance des mouvements d'éducation populaire, on va voir émerger un théâtre, alors à la fois du côté, on va dire, laïque et du côté catholique. Du côté catholique, il va y avoir un personnage qui va être très important et qui va jouer un rôle très important dans la structuration du théâtre scolaire, qui est Léon Chancerelle. Je ne sais pas si vous voyez un peu qui c'est. Donc Léon Chancerelle c'est les compagnons routiers, je crois. Hein. Je parle comédien routier. Je parle sous votre contrôle, qui va aller un peu partout en France, qui va trouver une forme théâtrale qui peut se dégager du local de théâtre à l'italienne, qui était très largement dominant à l'époque. Hein. Nous sommes avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a encore très massivement l'idée que le théâtre, c'est le théâtre à l'italienne. Donc Chancerelle va arriver et sortir du théâtre à l'italienne, lui permettre de se dérouler en plein air. Il va aller dans les cours d'école, il va aller dans les patronages, il va aller un peu partout sur les places des villes, et il va faire du théâtre avec un minimum, dit-il, à la fois de décors, de costumes et d'objets, en insistant beaucoup sur le fait que le théâtre n'est pas la reproduction du réel, mais la symbolisation du réel. Et il va théoriser cette idée qui va être très forte pour l'institution scolaire, que le théâtre est le lieu et l'occasion ou la possibilité d'entrer en relation avec le symbolique, hein, à travers à la fois le texte, la voix, l'objet, le décor. Il y a un ou deux projecteurs simplement, la focale, on isole un comédien, crée un espace symbolique dans lequel il se déplace, etc. Et le corps enseignant, et en particulier celui qui est dans les mouvements d'éducation populaire, par exemple la Ligue de l'enseignement, qui est très puissante à ce moment-là, mais aussi les CMA, les Francs et Franches Camarades, les Francas et d'autres, le corps enseignant va être tout de suite très séduit parce que cette expérience théâtrale, à la fois en tant qu'aller au théâtre et faire du théâtre, peut apporter. Alors, à l'époque, un peu plus tard, mais enfin pas beaucoup plus tard, dans les années 1950, après la Deuxième Guerre, un philosophe, Paul Ricoeur, écrit un beau texte sur le théâtre et sur le professeur comme homme de théâtre. J'ai sorti ici une citation de Ricoeur, il dit « Pourquoi le professeur est un homme de théâtre ? Si j'enseigne les mathématiques, dit-il, je deviens le mot qui s'épuise dans la dénomination exacte, le discours constructeur de la preuve, bref, la parole scellée par la nécessité. Si j'enseigne la poésie, je m'approche avec les ressources de ma prose d'un langage qui crée et recrée la substance des présences et des correspondances par l'union charnelle du sens et de la voix. » C'est une belle définition du théâtre, hein. Un langage qui crée et recrée la substance des présences et des correspondances par l'union charnelle du sens et de la voix. Et donc, on va voir à ce moment-là monter en charge toute une série de pratiques théâtrales au sein de l'institution scolaire. Alors après ces quelques mots d'introduction, entrons un peu dans le vif du sujet. Je vais vous proposer 3 séries de remarques avant d'entrer dans la discussion et le débat avec vous. Première série de remarques autour du théâtre comme expérience pédagogique. Alors il s'agit plutôt ici d'aller au théâtre. Une deuxième série de remarques autour du théâtre comme pratique pédagogique. Il s'agit ici plutôt d'examiner le faire du théâtre. Et une troisième série de remarques conclusives autour du théâtre entre logique formative et logique productive et les difficultés et les conditions de réalisation d'un atelier théâtre. Le théâtre, une expérience pédagogique. Alors, parlons ici du théâtre. On pourrait remonter, je ne vais pas le faire d'une manière détaillée avec vous, parce que vous êtes bien plus compétent que moi là-dessus. On pourrait remonter à Aristote, évidemment, la catharsis. D'emblée, dès Aristote, le théâtre est une expérience pédagogique. D'ailleurs, Aristote emploie le mot, le théâtre est une expérience pédagogique. Il ne s'agit pas pour lui du théâtre que l'on fait, mais du théâtre auquel on va, du théâtre que l'on voit. Alors pourquoi ?
Pourquoi je vais résumer cela en 4 ou 5 points qui n'épuisent évidemment pas le sujet. C'est une expérience pédagogique parce que le théâtre, et on le trouve dès Aristote, inscrit le sujet dans un rituel. Et c'est une expérience pédagogique dont on va voir très vite aujourd'hui en particulier l'importance, au moment où la question de l'attention est entrée dans le marché, puisque nous sommes aujourd'hui entrés dans le marché de l'attention. L'attention, c'est un marché, hein. C'est un marché que les réseaux sociaux, les téléphones portables et l'ensemble des outils numériques se disputent. L'attention, c'est le marché qui siphonne vos données pour vous envoyer de la publicité. C'est évidemment un marché. Et dans une période où l'attention est un marché, on voit bien à quel point s'inscrire dans un rituel où l'attention profonde et conjointe est au cœur du dispositif est un outil pédagogique fabuleux. Alors, attention profonde, c'est ce que Catherine Hayes aux États-Unis appelle la deep attention, l'attention profonde. C'est celle qui s'exprime, par exemple, dans la lecture. Alors, je vais dire des choses qui sont extrêmement banales, hein. Quand un enfant lit un livre, il ouvre le livre et il peut, avec son livre, naviguer dans le livre. S'il ne comprend pas, il relit la phrase. S'il veut se souvenir de quelque chose qui a eu lieu 3 pages avant ou un chapitre avant, il va en arrière. Si ça l'ennuie parce qu'il y a une description un peu longuette, il passe. Autrement dit, son rapport au livre, c'est un rapport qu'il pilote. Quand un enfant ouvre un écran, quel que soit cet écran, un jeu vidéo, un téléphone portable, une télévision, à bien des égards, il ne pilote plus. C'est l'écran qui prend possession de son esprit, parce que l'écran veut le garder, veut siphonner son attention, et va l'embarquer dans une surenchère de stimulation pour qu'il lui reste fidèle le plus longtemps possible, puisque l'écran vit de la publicité qu'on va pouvoir lui faire passer ensuite. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec des collégiens et des collégiennes sur les réseaux sociaux. Par exemple, une des premières choses que nous travaillons ensemble, c'est le modèle économique des réseaux sociaux. Hein, les collégiennes avec qui j'étais il y a quelques jours, là, qui me parlaient d'Instagram, me disaient c'est super, Instagram, c'est gratuit. Je leur dis si c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Il y a des gens qui font ça. Donc ils font comment ça se fait que les réseaux sociaux soient gratuits? C'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans les réseaux sociaux. C'est un modèle économique extrêmement puissant et qui draine énormément d'argent. Et qui draine énormément d'argent parce que c'est un modèle de captation de l'attention qui permet à ceux qui dirigent de vendre les données que vous représentez. Google est un marchand d'esclaves. Hein. D'ailleurs, vous avez tous enlevé Google de tous vos portables et ordinateurs. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le dès aujourd'hui. Vous avez vu, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, désabonnez-vous systématiquement de Google, de Gmail et de tout ça. Notre université n'est pas... Comment ça? Nos adresses sur Bonne Nouvelle, en fait, c'est un domaine de Gmail. Et comment c'est possible, ça? Parce que... Comment c'est possible pour un service public? Bon, n'entrons pas dans la polémique. Donc, je prolonge, mais j'ai conscience d'être un peu provocateur. Nous sommes dans un marché de l'attention qui est un marché extrêmement concurrentiel. Et on peut dire, en caricaturant à peine, que le prof n'est pas vraiment concurrentiel par rapport à Instagram, TikTok, YouTube et tout ça. Voilà. Parce que on sait que quand on ouvre ce foutu engin, il va chercher à nous attraper et à nous empêcher de le lâcher. Voilà. C'est son objectif, c'est ce qui est le cœur même de son fonctionnement. Et c'est ce qui va inverser le rapport attentionnel du sujet à l'objet, puisque l'objet va piloter le sujet et non plus le sujet piloter l'objet. Et donc ça, nous en avons évidemment en éducation des effets très forts. On sait aujourd'hui que les capacités d'attention profonde, celles de la lecture, diminuent, sont érodées.
par la pratique des écrans. On sait que c'est pas seulement la pratique des écrans, c'est aussi le rythme de vie, c'est aussi toute une série d'autres choses, et c'est aussi et beaucoup la disparition d'un élément absolument fondamental dans la construction de la personne qu'on appelle l'attention conjointe. Je vais pas vous faire un exposé trop long là-dessus. Tout le monde croit souvent que l'attention est un acte individuel. Tous les travaux dont nous disposons aujourd'hui montrent que c'est faux. L'attention est collective. L'attention se construit dès lors qu'on regarde ensemble quelque chose qui nous est désigné. C'est pour ça qu'il est si important que les parents lisent des histoires aux enfants, et c'est pour ça qu'il est si important qu'on regarde des choses ensemble. L'attention conjointe, c'est ce qui rend possible l'attention. L'idée qu'il y aurait d'abord une attention individuelle et ensuite une attention collective est fausse. Tout nous le montre. Il y a d'abord une attention collective, et c'est parce que nous sommes inscrits dans une attention collective conjointe que nous développons nos facultés d'attention individuelle. Et donc les pédagogues, moi je veux bien en être un, disent aujourd'hui, le théâtre est un outil absolument fabuleux parce qu'il est un des lieux où effectivement on peut entrer dans l'attention profonde et l'attention conjointe. Il y a ce rituel théâtral qui est un rituel fondamental. Et on est d'autant plus attaché à cette idée du rituel que l'école ne sait plus à quel rituel se vouer. Les rituels anciens, les rangs, se mettre debout à côté pendant que le prof arrive, tout ça sont un peu tombés en désuétude. Mais on n'a pas créé de rituel nouveau qui fonctionne et qui soit satisfaisant. Or, une institution sans rituel, ça n'existe pas, ça marche pas. Ça marche pas. Vous savez, très longtemps, les anthropologues ont dit que la naissance de l'homme avait été marquée par le langage. On sait aujourd'hui que c'est faux. Il y a des animaux qui parlent, les corbeaux parlent pas le langage des États-Unis et chez nous. Il y a aucune allusion à l'actualité là. Après, on a dit c'est l'outil, mais on sait bien que c'est faux. Les grands singes utilisent des outils. Aujourd'hui, les anthropologues disent ce qui marque l'arrivée de Sapiens sapiens, c'est le rituel. C'est le rituel, et en particulier le premier rituel dont on a la preuve de l'existence, funéraire. Le rituel funéraire qui marque que le corps humain n'est pas de la viande, qu'il a un aspect sacré parce qu'il a été habité, et qu'à ce titre, il doit être réservé dans des espaces spécifiques. Et le plus grand nombre de monuments historiques sur la planète, ce sont des monuments funéraires. Comme vous le savez, plus de 80% de ce qui est classé monument historique est monument funéraire. Rituel funéraire. Et donc, nous savons bien que toutes les institutions ont besoin d'un rituel. La justice a besoin d'un rituel, l'Assemblée nationale aussi, même si elle ne le respecte pas. L'école a besoin de rituels, mais elle sait plus faire. Et peut-être que du côté du théâtre, il y a des choses à chercher, à trouver, à prendre. En tout cas, moi, dans mes pratiques, je peux vous dire que quand on envoie une classe de rep très difficile au théâtre des Célestins à Lyon, dans ce lieu un peu magique, très à l'italienne, de velours rouge, etc., les comportements changent. C'est-à-dire que l'entrée dans le lieu induit des comportements, ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous n'entrez pas dans un théâtre comme vous entrez dans un restaurant, comme vous entrez sur un tatami de judo, comme vous entrez dans une boîte de nuit. Nous avons un peu oublié à quel point le rituel structure ce que nous appelons, ce que j'ai appelé dans mes recherches, la posture mentale. La posture mentale, c'est-à-dire la disposition que l'on a intérieurement à l'égard de ce dans quoi on se trouve. Hein, si vous entrez sur un tatami de judo, vous avez une posture mentale particulière. C'est pas la posture mentale que vous avez quand vous entrez dans un bistrot. C'est pas la posture mentale que vous avez quand vous entrez dans un théâtre. Et à cet égard, le rituel théâtral est probablement une des grandes richesses, une des grandes ressources dans ce monde du marché de l'attention, où celle-ci est vendue aux industriels du numérique qui cherchent toujours plus à la capter pour nous capter, en fait, parce qu'il ne s'agit pas simplement de capter l'attention, il s'agit de capter nos comportements, et en particulier nos comportements de consommateurs. Donc c'est un des premiers éléments pédagogiques. Le deuxième, bien sûr, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le pouvoir du signe, c'est l'accès au symbolique. Ça, c'est pour nous très important. L'entrée dans le symbolique,
C'est l'entrée dans la capacité à se dégager d'une vision qu'on va dire. Alors moi, quand je cherche le mot à opposer au symbolique, moi je mets obscène. Le contraire du symbolique, c'est l'obscène. Par exemple, je vais vous dire, je prends un exemple, mais là aussi c'est un peu polémique, mais le futuroscope à Poitiers, pour moi, c'est obscène. On me fait rentrer dans un lieu où on me dit que je vais descendre un rapide canadien en canoë. Et effectivement, je m'assois sur une chaise qui est montée sur vérin hydraulique et qui bouge au fur et à mesure que le film se déroule en fonction de là où se trouve le canoë. On a du son surround qui arrive de tous les côtés, hein. Ça y va. Et même en plus, vous avez des gouttelettes d'eau qui vous arrivent dans le visage. Autrement dit, on vous met dans une situation où on n'est plus dans le symbolique, on est dans la surenchère du réalisme. C'est-à-dire qu'on renforce les outils et on remet des couches en permanente sur ce qui peut singer le réel parce qu'on ne sait pas symboliser le réel. Et au fond, on est là sur quelque chose de très important aujourd'hui pour beaucoup d'enfants, hein. Moi, je parle aussi en termes pédagogues. Entre singer le réel, remettre des couches de pseudo-réalisme ou aller jusqu'à l'haïku japonais, jusqu'au théâtre japonais, ou alors la tempête, c'est un doigt qui bouge, hein. Alors, entre le futuroscope de Poitiers, où on vous envoie de l'eau, où on vous bouge, etc., dans le son surround avec des écrans qui font 360 degrés, bien sûr, hein, vous êtes entouré d'écrans. Donc, après, vous n'avez plus besoin d'aller descendre un rapide québécois, parce que vous l'avez fait, hein. Parce que, en réalité, non, vous l'avez pas fait, mais on vous donne le sentiment que vous l'avez fait. Donc, on multiplie les effets. Cette surenchère, moi, je l'appelle l'obscénité. Et je l'oppose, alors, si vous voulez rester dans le domaine de l'obscénité, on pourrait l'opposer à l'érotique, et je l'oppose en termes linguistiques au symbolique. Le symbolique, c'est la capacité à dire le plus avec le moins. Voilà. Dire le plus avec le moins, et non pas rajouter en permanence du plus. Dire le plus avec le moins, c'est la capacité d'entrer dans l'intelligence des choses. Troisième élément fondamental que je trouve, moi, en tant que pédagogue dans le théâtre, c'est la construction du sens. Alors ça, on le trouve, bien sûr, chez Aristote aussi, même si l'idée de catharsis, vous savez, a été, dans les siècles, interprétée vraiment de différentes manières et de façon souvent très contradictoire. Hein, ça, c'est clair. Mais là-dessus, vous avez bien plus compétent que moi dans la salle. Mais on trouve cette idée que ce qui se passe sur la scène ou sur l'espace scénique va m'interroger dans ce que j'ai de plus intime et me relier à quelque chose qui pourrait être universel. Alors, je dis pas qu'il est universel, loin de là, mais qui pourrait être universel. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit ça très bien. C'est qui? C'est Freud, hein. C'est Freud quand il dit pourquoi il choisit le mythe d'Oedipe pour considérer que c'est là le principe de fonctionnement de la psyché humaine, hein. Il nous dit ce que nous livre l'histoire d'Oedipe, c'est une histoire d'intime qui en fait est une histoire universelle. Et pourquoi nous vibrons à l'histoire d'Oedipe? C'est parce que ça relie ce que nous avons de plus intime à ce qui est le plus universel chez les humains. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'un universel imposé d'une manière coloniale. C'est un universel qui se construit, c'est plutôt un universel modeste et en construction. Mais quelque chose est de l'ordre de la reliance entre le sujet et l'œuvre. Voilà. Et ça, c'est très important, je trouve, pour à la fois l'éducation, mais plus largement pour la construction de la personne, et c'est un enjeu majeur de l'art en général, mais du théâtre en particulier. Je me souviens très bien avec une classe de seconde que j'avais en lycée professionnel, nous étions allés voir une pièce de Claudel qui s'appelle L'Échange. Vous connaissez peut-être cette pièce, avec deux personnages qui sont complètement opposés et qui incarnent deux visions d'ailleurs d'une masculinité qui est assez discutable dans les deux cas, mais bon, peu importe. Et je me souviens très bien du débat avec mes élèves de seconde à ce moment-là, disant
comprenant tout de suite et très vite, alors faut dire que cette pièce y invite, que ces deux hommes, ce sont les deux faces de nos propres tentations. Et donc, je me souviens d'une réflexion de mes élèves disant, en fait, la scène, c'est moi. Et je crois que ça, il y a quelque chose d'important là, dans cette possibilité qu'offre le théâtre de se construire dans une reliance à quelque chose qui nous dépasse. Et sans aller, sans aller fouiner dans l'intimité de la personne. Hein. C'est un peu comme l'institutrice en maternelle. Elle sait bien que tous les enfants ont peur que leur maman les abandonne et leur papa les abandonne. Mais elle va pas dire à tous les enfants, tous les jours à 4 heures, vous n'avez pas peur que vos parents viennent pas vous chercher aujourd'hui. En revanche, elle peut leur lire Le Petit Poucet. Et leur lire Le Petit Poucet, c'est un cadeau gigantesque. C'est un cadeau énorme. Parce que Le Petit Poucet, c'est une manière de leur dire, je sais que vous pouvez avoir peur d'être abandonnés, parce que tous les enfants ont peur d'être abandonnés. Mais je vais vous lire une histoire, et cette histoire, vous allez voir, vous allez découvrir par cette histoire, que vous n'êtes pas seul à avoir peur de ce dont vous avez peur, et deux, que de cette peur-là, on peut faire autre chose que de l'angoisse. On peut en faire du merveilleux, on peut en faire une manière de transformer ou de transfigurer vos inquiétudes, etc., etc. Troisième vertu pédagogique du théâtre. Et puis la quatrième, ça va être et là aussi c'est important, pour nous très important pour pédagoger, que le théâtre permet de trouver du plaisir dans l'intelligence des choses et en particulier de sortir de la sidération pour accéder à la compréhension. Alors, je sais bien qu'il y a certaines formes de théâtre aujourd'hui, je les connais pas toutes, et je suis pas aussi fort que vous sur ce domaine, qui vont jouer sur le champ de la sidération. Mais je pense que, alors je suis pas un brechtien de stricte obédience, entendez-moi bien, je connais très bien Brecht et j'ai joué et fait jouer Brecht par mes élèves des centaines de fois. Mais je pense que même chez ceux qui sont très éloignés de Brecht et de la mise à distance et tout ça, il y a dans le fait d'aller au théâtre, de se déplacer, il y a quelque chose qui fait que on commence, on finit, on s'en va, et que même s'il y a sidération sur le moment, on laisse la place à la possibilité d'autre chose, qui est la compréhension. Alors cela étant dit, je suis quand même assez sensible au travail de Brecht et à la mise à distance qui permet de comprendre un certain nombre de choses, même si je n'en fais pas la panacée universelle en matière de théâtre, évidemment. Le living, c'était pas du tout ça, à Avignon en 68. Alors, ça c'est 4 choses qui sont importantes, et je dirais, là je ne parle que pour moi, c'est le pédagogue qui dit pourquoi il faut amener les élèves au théâtre aujourd'hui. Pourquoi il faut amener les élèves voir du théâtre. Pourquoi le théâtre est indispensable à la construction de la personnalité. On est dans un rituel, on découvre le symbolique, on relie l'intime à l'universel, et on est dans une relation à la réalité qui n'est pas exclusivement de sidération. Alors, à partir de là, le théâtre comme pratique pédagogique. Et là, je vous ai mis une figure que vous connaissez évidemment, c'est le ruban de Mobius. Le ruban de Mobius. Pourquoi je vous ai mis le ruban de Mobius? Parce que quand moi j'ai lancé des ateliers théâtre, je les ai lancés pour faire découvrir par la pratique du théâtre ce que le théâtre veut apprendre à ceux qui vont au théâtre. Vous voyez, on est sur le même côté, on passe de l'autre côté, mais on reste du même côté. C'est assez intéressant, comme manière de voir les choses. Et oui, parce que, effectivement, pour moi, la pratique pédagogique du théâtre est une perspective formatrice assez radicale, puisqu'on retourne les vertus pédagogiques du théâtre que je viens d'indiquer, je ne les ai pas toutes énumérées, un outil de formation pour le sujet qui pratique le théâtre pour être encore mieux bénéficiaire des vertus du spectacle de théâtre. Faire pour apprendre, c'est ce que nous disent déjà les jésuites, c'est ce que moi j'ai retrouvé beaucoup quand j'ai pu travailler un peu avec Augusto Boal, par exemple, dans le cadre de séances de théâtre forum. C'est cette idée que la pratique du théâtre va en réalité permettre d'intégrer
ces invariants que je viens d'évoquer. Alors ces invariants, je vous les rappelle, le rituel, le signe, le sens, la compréhension. Le rituel, parce que faire du théâtre, c'est apprendre avec des enfants, des adolescents, des adultes, à construire un espace-temps dédié et à s'y inscrire. Ce qui est absolument pas quelque chose d'innocent, ce qui est un acte même politique. Construire un espace-temps dédié et s'y inscrire. Ça veut dire qu'on lutte contre l'insignifiance, contre le flux. L'adversaire de l'intelligence, l'adversaire du sujet, l'adversaire du citoyen, c'est le flux. Quand il y a du flux, on est emporté par le flux. Construire un espace-temps, c'est inscrire, c'est arrêter le flux. Le flux des médias, le flux de la psyché, le flux de tout ce qui nous emporte et dans lequel on se laisse emporter sans jamais pouvoir s'arrêter. Espace-temps dédié. Il y en avait des espaces-temps dédiés dans mon enfant, par exemple, il y avait la messe du dimanche matin. Bon. Plus personne va à la messe le dimanche matin. Hein. Bon. Alors, il y a encore quelques espaces-temps dédiés. Par exemple, il y a la gym. Hein. Aujourd'hui, quand on regarde quels sont les espaces-temps dédiés qui subsistent, c'est essentiellement les espaces où on fait de la gym. Vous savez, voilà. Il y a aussi peut-être un peu de supermarché, mais on est quand même à la course au supermarché. Bon. Il y a l'école, mais enfin, l'école, on l'habite, on y passe, c'est plutôt un hall de gare quand même. Hein. Le travail, on a souvent envie de s'en échapper. Et il n'y a qu'à voir cette salle pour se convaincre que notre civilisation a du mal à créer des espaces-temps dédiés. Hein. Parce que si quelque chose n'est pas un espace-temps dédié, un espace dédié, c'est bien cette salle. Hein. Je disais à Marco tout à l'heure que j'étais allé il y a quelques années à Urbino, une université italienne tout à fait particulière, où on vit dans des locaux d'université du XVIe siècle, et où les salles sont extraordinairement construites pour précisément qu'on s'inscrive dans un espace-temps dédié qui parle à ceux qui y rentrent dans cet espace-temps. Que notre modernité ait oublié que les espaces-temps parlent, que les pierres parlent, et qu'elles parlent plus que les discours. Parce que là, moi, j'ai des recherches. Hein. Je peux vous dire que dans la classe, quand le gamin dans une classe, et qui voit des vieilles affiches qui datent d'il y a 3 ans, des photocopies sur l'armoire qui datent d'il y a 6 mois, et qu'on lui dit tu dois rendre ton travail à l'heure, il lui dit tu te fous de moi. Parce que ce qu'il voit, c'est que les affiches sont d'il y a 3 ans et que les photocopies sont d'il y a 6 mois. Donc rendre son travail à l'heure, ça n'a aucune... C'est du discours. Or, c'est ce que... Les pierres sont plus solides que les discours. Les pierres sont plus solides que les discours. L'édifice, la structure, est plus solide que le discours. Construire ne serait-ce que dans une classe, hein, un lieu, mettre un simple projo, mettre un bord avec un ruban, c'est faire un espace-temps dédié. On s'arrête, on fait pas n'importe quoi. On construit un espace-temps dédié et on s'y inscrit collectivement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants pour lesquels jamais ça n'arrive, ça, construire un espace-temps dédié. Jamais ça n'arrive. Jamais. Il n'y a pas d'espace-temps dédié. Il n'y a pas cet arrêt du flux où on se pose, où on fait quelque chose ensemble, en suspendant les autres contraintes et en se mettant dans la posture que le lieu invite à prendre. Et pour moi, ça c'est très important. C'est très important parce que, alors je vais employer les grands mots, c'est la condition de la construction d'un sujet. Hein. Emporté dans le flux, on n'apprend rien. Hein. On est ballotté. Pour qu'un sujet se construise, il faut qu'il habite des espaces-temps dédiés. Moi, j'ai des espaces-temps dédiés à l'écriture et que j'habite le mieux que je peux. Bon, chacun d'entre nous, on a des espaces-temps dédiés, mais beaucoup d'enfants n'ont plus d'espace-temps dédiés. Où on est là et où, chose magnifique, on va passer de la gesticulation au geste. Parce que c'est le prolongement. Dans l'espace-temps dédié,
on pratique le signe. On met son intentionnalité à l'épreuve du symbolique. Je dis bonjour. Ouais, mais comment tu dis bonjour? Tu lèves la main, tu parles. Ton intention, c'est de dire bonjour. Ouais, ton intention, oui, c'est de dire bonjour. Et alors? Comment les autres, ils vont comprendre que tu dis bonjour? Parce que je vais dire bonjour. Oui, mais enfin, tu sais bien qu'il suffit pas de dire bonjour pour que ce soit vraiment bonjour. Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, on est dans quelque chose d'important, passer de la gesticulation au geste. Vous savez, c'est quelque chose que je trouve d'assez fondamental. Moi, je me souviens quand j'étais à Saint-Étienne, sur ce qu'on appelait à l'époque la Grande Muraille de Chine, c'est une barre de HLM. Je faisais pendant les vacances de la Toussaint, parce que c'est les vacances où les gamins sont le plus laissés à eux-mêmes, des ateliers théâtre. La seule chose qu'on gagnait en 15 jours, c'était qu'ils soient capables de maîtriser le geste. C'est-à-dire qu'ils soient plus dans la gesticulation. Vous réunissez des gamins, c'est de la gesticulation. C'est-à-dire que la gesticulation, c'est l'abolition du signe. L'atelier théâtre, c'est le lieu où on va mettre son intentionnalité à l'épreuve du symbolique, et là, on se construit. Alors, il n'a pas le monopole de ça. Je pense que certaines pratiques sportives permettent ça. Le lanceur de disque, ou le sauteur, celui qui saute en hauteur, il fait ça aussi. Mais il le fait dans un autre cadre et dans une autre perspective. Le sens, comprendre l'importance de la décentration. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, alors en tant que pédagogue, moi je vous parle pas en tant qu'homme de théâtre, ce que je ne suis pas, est absolument fondamental. Ce que nous savons, c'est que pour qu'un sujet progresse, il faut qu'il soit capable de se décentrer. C'est-à-dire d'être à la fois celui qui parle et celui qui s'écoute parler. Non pas pour s'écouter parler, pour s'admirer, mais au contraire pour s'écouter parler et se critiquer. Pour se dire en parlant, si j'étais celui qui écoute, qu'est-ce que je penserais de ce que je suis en train de dire? C'est ça la décentration. Si j'étais celui qui écoute, je m'ennuierais, je ne comprendrais rien, je trouverais ça stupide. C'est ça la décentration. Cette capacité de se projeter à l'extérieur de soi-même pour comprendre ce que c'est que transmettre. Pour sortir la transmission de ce malentendu permanent dans lequel elle est. Alors, il y a un grand psychologue qui a travaillé là-dessus, c'est Jean Piaget, qui montre à quel point accéder à cette capacité de décentration est quelque chose de compliqué dans l'évolution d'un individu, et à quel point, pour y accéder, on a besoin en permanence d'être dans une situation où le regard de l'autre, je l'intériorise pour corriger à l'instant même ce que je fais en fonction de ce que je veux qu'il comprenne. C'est un travail, ça. Hein, c'est un sacré travail. Et c'est pas un travail anecdotique, y compris pour la construction de ce qu'on appelle l'intelligence scolaire traditionnelle. Et puis, si je continue, bien sûr, la compréhension, parce que le théâtre, alors, certaines formes de théâtre, là, permettent d'inscrire sa singularité dans une œuvre collective. Et ça, c'est un enjeu absolument essentiel. Je suis moi, mais je suis pas seul. Je suis au monde, mais je suis pas le centre du monde. C'est un enjeu fondamental. C'est un des enjeux majeurs pour lutter contre de rétention dans l'infantile de la publicité aujourd'hui, mais pas simplement de la publicité, de rétention dans l'infantile des réseaux sociaux et de toute une série de manipulations que nous avons à affronter. Faire sa singularité, je reste moi-même, mais je suis dans un collectif. Et l'image qui me vient spontanément à l'esprit quand je parle de ça, pour décrire ce que pourrait être métaphoriquement un atelier théâtre, c'est l'image du puzzle. Puzzle. C'est parce que c'est une image qui a été beaucoup utilisée par les psychologues sociaux américains, en particulier par un de mes collègues que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu la chance de travailler, Yotta Romson, qui montre que cette image du puzzle, c'est l'image d'un ensemble où chacun a sa place sans avoir toute la place, et chacun sait que c'est à sa place qu'il contribue à ce que la totalité fasse sens pour tout le monde. C'est pas rien, ça, hein. C'est pas rien de se rappeler que Itard, qui est probablement un des premiers éducateurs
de la modernité, le docteur Itard, celui qui avait celui qui avait éduqué Victor de l'Aveyron, celui qui est raconté par François Truffaut dans le film L'Enfant sauvage. Itard dit le puzzle, c'est l'outil pédagogique par excellence. Oui, l'idée du puzzle, c'est ça. C'est je suis un parmi d'autres, je suis ce que je suis, mais l'œuvre est collective, et au sein des autres, j'ai une place, mais je n'ai pas toute la place. C'est intéressant de savoir, moi en tant que pédagogue, en tout cas, pour moi, de me dire que là aussi, c'est quelque chose dont ont besoin beaucoup de nos enfants. Beaucoup de nos enfants et de nos adolescents, qui sont dans ce que Freud appelait le narcissisme infantile, l'égocentrisme enfantin, c'est-à-dire qu'ils pensent que s'ils n'ont pas toute la place, c'est qu'ils n'ont pas de place. Parce que c'est ça, pour un certain nombre d'ados aujourd'hui, si j'ai pas toute la place, c'est que je n'ai pas de place. Et ce que j'ai à lui dire, moi, à cet ado, c'est que ta place, ça n'est pas toute la place. Et que tu auras ta place d'autant mieux qu'elle sera intégrée dans un collectif. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut formidablement se travailler dans le cadre d'un atelier théâtre. Donc, vous voyez, je suis parti dans un premier temps de banalité. Je suis désolé, ça vous apparaît sans doute extrêmement basique, tout ce que je vous dis. Je suis parti de banalité sur les vertus pédagogiques de l'atelier théâtre, du théâtre que l'on voit, pour en arriver à la pratique pédagogique du théâtre, le théâtre que l'on fait, mais qui en réalité n'est que le renversement dans le même sens, c'est ça le ruban de Mobius, c'est on renverse mais on reste dans le même sens, de ce que le théâtre que l'on voit nous apporte, l'entrée dans le rituel, dans le signe, dans le sens et dans la compréhension du monde ou de l'œuvre. Pour moi d'ailleurs, fondamentalement, le monde ne se donne à comprendre qu'à travers les œuvres. Mais on peut en discuter de ça. Pas simplement les œuvres littéraires, y compris la relativité générale, c'est une œuvre. Elle est d'Einstein, mais c'est une œuvre. Et Mercator, la planisphère de Mercator, c'est une œuvre qui donne à comprendre le monde à un moment donné, qui est complètement faux et dont il faut se débarrasser aujourd'hui, mais c'est une œuvre. Voilà. Et j'en viens à la troisième série de remarques. Je vais pas être trop long pour nous laisser le temps de discuter de tout ça. L'atelier théâtre, entre logique formatique et logique productive. Alors, peut-être ces mots logiques, on va les oublier dans un premier temps. Disons entre la forme scolaire et la forme artistique. Moi, c'est un des points sur lesquels j'ai buté beaucoup quand j'ai commencé à faire du théâtre avec mes élèves. Soit j'étais dans la logique formative, c'est-à-dire que je m'inscrivais dans l'idée que tout le monde était éducable et que je devais permettre à chacun de se dépasser, mais à ce moment-là, à bien des égards, je sacrifiais le résultat. Soit j'étais dans la logique productive, c'est-à-dire j'organisais mes élèves en fonction de leur talent existant. Ceux qui causaient bien, ils avaient le premier rôle. Puis ceux qui causaient pas du tout, bégayaient, ils peignaient les décors ou ils branchaient les prises de courant. J'ai même été à bien des égards, j'ai même été aveuglé parce que quand j'ai commencé comme prof de collège, j'étais à Versailles. Dans un collège, c'était tout de suite après mai 68, donc on était 2-3 profs à vouloir essayer de faire des choses un peu différentes, mais c'était le début du reflux, et donc c'était le début du retour à l'ordre, et donc on était très mal vus par les collègues. Donc on faisait du théâtre. Et moi, je me souviens avoir monté des pièces de théâtre. Alors là, je jouais du Brecht et tout ça. Je me souviens homme pour homme, ce genre de pièces là. Et je faisais venir les parents. Et alors c'était super parce que c'était vraiment très bien. Et les parents étaient vraiment très contents. Et donc comme les parents étaient vraiment très contents, l'administration me foutait la paix. Mais en réalité, quel était le prix que je payais pour que les parents soient contents? Le prix que je payais, c'était que, au fond, s'exprimer dans l'atelier théâtre, ce qu'il aurait fait librement,
dans le cadre d'une rencontre avec les copains du quartier ou chez les cousins, et que les autres, les timides, les bafouilleurs, ceux qui savent pas apprendre le texte, qui n'ont pas de mémoire, etc., je les laisse sur la touche, parce que si je les avais intégrés, la pièce serait ratée, et si la pièce avait été ratée, eh bien, j'aurais pas eu l'aval des parents, et l'administration m'aurait pas foutu la paix. Donc, je validais ma pédagogie par la qualité du produit. Donc, j'étais dans une démarche, en réalité, artistique. Alors, moi, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Ça a été pour moi un moment de grande interrogation personnelle. D'abord parce que je me suis dit, mais est-ce que tu es pas en train de faire quelque chose d'assez malsain, qui est d'utiliser tes élèves pour réaliser un projet personnel, au fond? Tu es un metteur en scène raté, qui a abouti dans l'enseignement pour des raisons un peu obscures, mais en réalité, ce dont tu rêves, c'est d'être un artiste, et donc que tu manipules comme des marionnettes ces pauvres élèves pour réaliser une vocation que la profession n'a pas permis de réaliser. Donc c'est vraiment une des questions que je me suis posée. Et une autre question que je me posais, c'est... Beaucoup d'hommes devraient se poser. Non, je me la pose. Et puis, une autre question que je me posais, c'était, je suis payé pour réduire les inégalités, mais je les accrois. Eh ben oui. Je les accrois puisque je fais faire aux gens ce qu'ils savent déjà faire, dans quoi ils se perfectionnent, et ceux qui savent rien faire, ils ne font rien. Et heureusement qu'ils font rien, parce que s'ils faisaient quelque chose, le produit serait raté. Le produit serait raté. Il faut pas être maso. On va pas faire jouer le premier rôle à un bègue qui sait pas parler et qui pleure avant d'entrer en scène. Bon, voilà. Et donc, j'étais coincé entre une logique formative et une logique productive. La logique productive, c'est j'identifie les compétences préexistantes, je fais primer la qualité de la réalisation collective à la progression de chacun, et je spécialise les tâches et les rôles en fonction des compétences qui existent déjà. Je savais d'ailleurs à l'époque, parce que j'avais déjà un peu quand même rencontré des gens qui réfléchissaient à ça, que il y avait d'autres méthodes pour travailler. Par exemple, qu'on pouvait utiliser plutôt la rotation systématique des tâches et des rôles, pour que tout le monde passe à son tour dans toutes les tâches et dans tous les rôles. Mais à ce moment-là, il y a plus de produit. Alors je l'ai essayé ça, mais il y a plus de produit. Donc la motivation des élèves, elle diminue considérablement parce que il y a rien qui les s'emballe vers cette représentation qui va être une gratification narcissique formidable pour eux. Donc c'est un exercice, on est content, on le fait. Pendant ce temps-là, on fait pas de dictée, on fait pas de grammaire, c'est super. Mais il n'y a pas cette espèce de dynamique collective qui regarde la représentation, etc. Et donc j'étais coincé parce que je me disais si tu fais ça, tu vas faire des exercices. Mais bon, ça va être bien, mais tu vas t'essouffler. Si tu fais ça, tu vas faire du théâtre. Je sais pas nécessairement du beau théâtre, mais ça m'a un peu impressionné les parents qui ne connaissent rien. Là, ils vont pas voir que ils vont voir que c'est pas du Peter Brook, mais bon, globalement, ils vont se dire quand même, mon fils, il a fait un truc sympa, puis la classe de mon fils est sympa, etc., etc. Et donc voilà. Alors, cette confrontation entre les deux logiques, elle est rude pour l'animateur de l'atelier. Parce que dans un cas, ce qu'il vit, c'est le dépassement individuel, c'est-à-dire que le bègue, il puisse enfin, même s'il est timide, rentrer dans l'espace scénique et causer, poser un geste, poser une parole, etc. Dans la logique formative, la satisfaction et l'évaluation, elle se fait dans la progression de chacun et de chacune, pas dans le résultat. Donc ce qui s'évalue ici, c'est pas le résultat final, c'est pas le produit. Le produit, à la limite, voilà, on en a rien à foutre. Et d'ailleurs, si on va jusqu'au bout, il n'y a plus de produit. Il y a que des exercices sympathiques, voilà. Là, c'est de la réalisation collective qui compte, c'est la satisfaction narcissique de chacun et de chacune, y compris de l'animateur, bien sûr. Là, et qu'on a laissé.
Parce que ce dont je me suis aperçu, c'est que les gens qu'on a laissés de côté, en réalité, ils ont pris qu'on les avait laissés de côté pour que le résultat soit bon. Et que leur absence de participation était la condition de la réussite du projet. Donc ils sont payés aussi d'une certaine manière. Ils sont payés en satisfaction narcissique d'avoir contribué à la réussite du projet en n'y ayant pas participé. Si j'avais point bon, de pas avoir participé. L'essence par un cadre scolaire qui est constitué là, soit par des amis publics, fabriqués. En réalité, je me suis trouvé entre chacun, finalisation, chacun, finalisation. Et je me suis demandé comment j'allais pour ne pas des deux tableaux. Parce que je me suis dit très vite, tu peux pas abandonner la progression de chacun. Mais tu peux pas abandonner la finalisation. Parce que la finalisation exige des exigences actives pour les gens. Ce sont les exigences que j'ai dites tout à l'heure. 4 exigences. Et donc tu es obligé de travailler dans une espèce de tension permanente entre la progression et la finalisation. Pour cela, je dois prendre de l'information, voir comment mon groupe évolue, repérer les dangers symétriques de la dérive formative, où il n'y a plus de projet, plus de mobilisation, c'est que des exercices, c'est très formel, ou de la dérive productive au détriment de la progression des personnes, faire des pauses, alors que moi j'appelle métacognitif, c'est-à-dire où on réfléchit avec les gens sur ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on vit là? On vit ça, on vit ça, on vit ça plus ça, on vit un peu ça et beaucoup ça et un peu ça. C'est ça, métacognition, c'est parler avec les gens de ce qu'on est en train de vivre dans l'atelier. Hein, prendre un peu de temps pour ça, pas 1 heure, mais 5 minutes, 10 minutes. Et puis, clarifier les consignes au fur et à mesure. Et alors, j'ai utilisé après pour formaliser tout ça, cette image de faire bouger le curseur pour rétablir l'équilibre. C'est-à-dire, je me suis dit, tu peux pas abandonner complètement cet objectif, ni abandonner complètement celui-là, mais tu peux bouger le curseur. C'est-à-dire, quand tu t'aperçois que la finalisation va faire une sélection, que personne, qu'il y a personne dans le groupe qui va être impliqué dans quelque chose qu'il ne savait pas, que en réalité tu donnes une espèce où tu te réalises toi-même comme un metteur en scène qui utilise tes élèves comme des Pinocchio. Quand je vois ça, alors je reviens. Et peut-être j'introduis des exercices. Peut-être je dis on va faire un temps où on va faire la rotation des rôles. Parce que même lui, qui bafouille et qui sait pas parler, peut-être que s'il joue pendant un temps le rôle, on va apprendre grâce à lui des choses. Et puis que lui va progresser. Et donc, mon travail, et c'est ce que je trouve est le plus passionnant dans l'atelier théâtre, c'est d'être celui qui rétablit les équilibres chaque fois que, dans un sens ou dans un autre, on va vers des dérives qui sont des dérives non éducatives. Voilà. Et alors, entendez-moi bien, je dis pas que j'ai trouvé une solution, parce que c'est pas une solution ce que je dis. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas une espèce de réconciliation hegélienne des contraires dans quelque chose qui serait miraculeusement une synthèse. Il y a une tension, une contradiction, on marche sur 2 jambes et on essaye de maintenir les 2 principes on essaye de faire en sorte qu'ils se nourrissent l'un l'autre et non pas qu'ils s'opposent. Faire bouger le curseur. Alors, pour moi, évidemment, pédagogue, faire bouger le curseur pour rétablir l'équilibre en ayant quand même quelques repères pédagogiques fondateurs. C'est-à-dire que moi, animateur d'atelier théâtre, je reste d'abord pédagogue et pas metteur en scène raté. Hein? Pour moi, je dis pas, je reste d'abord pédagogue, c'est-à-dire c'est d'abord pour les enfants et pas pour ma satisfaction personnelle que je fais le travail. Même si je dois trouver de la satisfaction personnelle, mais c'est pas d'abord ça qui est le critère de ma réussite. Quelques repères pédagogiques simples, alors je vais passer là-dessus. Articuler toujours la frustration et la promesse, ça c'est un repère fondamental pour moi. Hein. Tout être humain découvre qu'il ne peut pas tout avoir et qu'à un moment qu'il accepte des frustrations. Mais ces frustrations n'ont de sens que parce qu'elles sont articulées à la promesse.
que grâce à ses frustrations, il va accéder à des satisfactions encore plus grandes que celles auxquelles il a renoncé. Ça, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, c'est un enjeu anthropologique, ça. L'enfant qui naît, il est dans le ventre de sa mère, où il est logé, nourri, blanchi, en permanence, satisfait en tout point et surtout. La naissance, il y a une rupture. Hein. On a faim, on a envie d'être pris dans les bras par les parents, mais maman fait de l'ordinateur, papa repasse, ils sont occupés, ils ont chacun des choses à faire, donc on sait pas trop comment... bon, voilà. Et donc, à partir de là, l'enfant, il doit accepter, il doit entendre que le monde n'est pas à son service. Et qu'à certains moments, il va pas avoir tout ce qu'il veut. Mais l'enfant n'accepte la frustration que s'il y a simultanément la promesse par les parents qu'on ne va pas l'abandonner. Oui, je te demande, je peux pas être toujours à ton service, mais je promets que je veillerai sur toi et que tu ne risques rien. L'éducation dans la toute petite enfance, c'est la construction de ce que les psychologues appellent un cadre sécure. Et un cadre sécure, c'est un cadre où il y a cet équilibre structurant entre l'acceptation de la frustration, parce qu'il y a une promesse par ailleurs. Et ce cadre sécure, le pédagogue, il a toujours à le reconstruire. Dans un atelier théâtre, on va avoir un certain nombre de frustrations, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles et compliquées. Et je ne vais pas démagogiquement te dire que ce sera rigolo tous les jours, à chaque instant, parce qu'il y a des disciplines qui s'apprennent, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que tu travailles, parce que la mémoire, ça se travaille, parce que le geste, ça se travaille, parce que quand on travaille le geste, on a mal au muscle, le muscle fait mal, etc. Et donc, il y a de la frustration, il y a de la contrainte, mais tout ceci s'articule à la promesse. Ça n'est pas pour t'embêter que je fais ça, ça n'est pas parce que je veux te persécuter ou que je suis un sadique qui cherche à te faire souffrir, c'est parce que grâce à cela, nous arrivons ensemble à quelque chose. Articuler toujours frustration et promesse, articuler toujours normalisation et normativité. La normalisation, je ne veux voir qu'une telle. Normalisation, c'est l'ordre, l'obligation. La normativité, c'est la norme nécessaire à l'activité collective. Alors la normalisation, on en fait toujours. À l'école, on fait que ça d'ailleurs, la normalisation. La normativité, c'est quand on cherche ensemble les contraintes utiles à l'activité dans laquelle on est. Quand Guilhem, un grand philosophe et biologiste par ailleurs, dit la normalisation, c'est le cancer. Toutes les cellules sont pareilles et on meurt. La normativité, c'est ce qui permet à toutes les cellules de tester leur coprésence et leur vie ensemble. C'est-à-dire, ce sont les règles, non pas qui normalisent des identités, mais qui permettent à des personnes différentes de faire ensemble la même chose. Articuler toujours le sursis et la prise de risque. Sursis, c'est on réfléchit, on attend. Prise de risque, on y va, mais c'est un risque. Ça, c'est central dans l'atelier théâtre, le sursis et la prise de risque. Et ça, c'est quelque chose dont moi, je suis pas un adepte très aficionado des neurosciences, mais c'est un point sur lequel les neurosciences nous disent des choses très intéressantes. En particulier, tous les travaux des neurosciences sur la fonction du cortex frontal. Je sais pas si vous connaissez un petit peu tout ça. Bon, vous savez que le cortex frontal, c'est la partie du cerveau que nous avons juste ici, là devant, qui est apparue le plus récemment dans l'évolution de Sapiens Sapiens. Ce cortex frontal, il a une utilité majeure. Il exerce ce qu'on appelle une fonction, c'est-à-dire il va inhiber la réaction immédiate. Alors, pour clarifier ça, donnons un exemple simple. Olivier Houdet, qui travaille beaucoup sur cette question. Je regarde si j'avais pas un feutre. Voilà, mais tant pis. Oui, c'est juste pour montrer un truc hyper simple. Mais pour parler de cette idée de sursis et de prise de risque. Merci beaucoup. Vous avez besoin de ça ou... Non, ça va. Il y a encore assez de piles sur l'ordi, là. C'est pas... Olivier Houdet fait passer à un enfant de 7 ans un test très simple, c'est le test des jetons de Piaget. Et on donne à un enfant de 7 ans avoir 2 séries de 10 jetons. Une où ils sont serrés une où ils sont comme ça, et l'autre où ils sont très serrés, les uns avec les autres. Voilà. Et on lui dit dans quelle série il y a le plus de jetons. Instantanément, tous les enfants, plus exactement 9 enfants sur 10, un peu moins d'ailleurs, 80%, je vais le faire mieux parce que c'est nul ce que je fais, disent là où il y a le plus de jetons, c'est la série qui est la plus longue.
qui est normal. C'est d'autant plus normal qu'ils ont été à l'école, où on leur a appris la suite de numérique, en leur écrivant le chiffre 1 avec un éléphant, le chiffre 2 avec 2 crocodiles, le chiffre 3 avec 3 rhinocéros, le chiffre 4 avec 4 hippopotames, le chiffre 5 avec 5 girafes, etc. Ils ont donc vu que plus le chiffre était grand, plus la ligne était longue, et comme ils sont très logiques, ils disent que plus la ligne est longue, plus le chiffre est grand. Donc ils disent immédiatement, la série où il y a le plus de jetons, c'est la plus longue. Il y a un élève sur 10, pour lequel on n'a pas de souci à faire pour son avenir scolaire, non pas qui dit l'inverse, mais qui dit la seule bonne réponse immédiate, je sais pas. Je sais pas parce que, pour savoir, il faut que je prenne un des jetons de la première ligne et que je le mette sur la seconde et que je compte. Voilà. Et on sait comment ça fonctionne, son cerveau, parce qu'on a fait faire cet exercice sous IRM cérébral. Alors, c'est un peu compliqué de mettre des enfants de 7 ans sous IRM cérébral. Bon, on y arrive. On fait des IRM d'abord en tissu, puis en carton, puis en bois, puis des vrais, et puis au bout d'un an, on peut les mettre même sous perfusion, etc. Et donc, on sait comment ça se passe. On sait que celui qui dit « je sais pas », c'est celui dont le cortex frontal inhibe la réaction immédiate, c'est-à-dire inhibe la réaction du cortex pariétal, bloque la réaction immédiate et spontanée. Sursis, non, je réfléchis. Spontanément, j'ai pas la solution. La spontanéité n'est pas la liberté. C'est d'autant plus vrai chez un enfant qui est une éponge. L'enfant, c'est une éponge, hein. Tout ce qu'il a, spontanément, qu'est-ce qu'il fait? Il restitue tout ce qu'il a absorbé, l'éponge. Ouais. Le sursis, c'est ce qui permet d'arrêter cette réaction immédiate et de réfléchir. Voilà. On dit dans notre jargon, c'est ce qui permet de passer du réflexe à la réflexivité. Réflexivité. Le réflexe, c'est l'immédiateté, la réflexivité. Et on voit bien cet enjeu pédagogique dans l'atelier théâtre. Le sursis, c'est pas la spontanéité. La spontanéité, ça se travaille. Voilà. C'est le travail. Mais le sursis n'exclut pas qu'on va prendre des risques à un moment. On prend toujours un risque. Mais on le prend d'autant mieux que on a pris du temps pour prendre le risque. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et puis, articuler toujours l'expression de la singularité et la construction du commun. Ça, c'est compliqué, c'est difficile. Hein. On construit du commun. L'atelier, il se donne un objectif qui est du commun pour tout le monde, et pas simplement la satisfaction de quelques singularités, aussi intéressantes soient-elles, et pour lesquelles l'atelier va être, évidemment, peut-être plus déterminant que pour d'autres. Alors, à partir du moment où on se donne quelques repères comme ça, faire bouger le curseur pour rétablir l'équilibre devient plus facile. Je vais m'arrêter là parce que je regarde l'heure, il est déjà 20 heures. Au fond, ce que je cherchais à vous dire, c'est pour moi, qui ne suis pas homme de théâtre, mais du point de vue pédagogique, hein, du point de vue du travail pédagogique avec des élèves. Le théâtre est un outil fondamental. Aller au théâtre, faire du théâtre, c'est fondamental. Je regrette beaucoup que la promesse du président de la République, hein, vous vous souvenez pas qu'un jour il avait dit que tous les enfants devraient avoir un cours de théâtre? Un jour il avait dit ça dans une interview. C'est perdu ça, hein. C'est ensablé, plus personne n'en parle, c'est partie des... Maintenant c'est l'intelligence artificielle, on va avoir des cours d'intelligence artificielle. Ce sera peut-être perdu dans quelques mois, mais enfin bon. À l'époque, c'était le théâtre. Moi, je me souviens d'un jour, il y avait eu une belle déclaration sur tout le monde fait du théâtre à l'école et je veux que tout le monde fasse du théâtre à l'école. Vous vous souvenez? Moi, j'avais applaudi des deux mains. J'ai dit très bien. Bon, c'est resté lettre morte. Mais je milite encore pour que ce ne soit pas lettre morte. Et il y a un certain nombre de pays dans le monde où le théâtre fait partie des enseignements fondamentaux. Et je me réjouis que cela soit le cas, parce que derrière tout ce que je vous ai dit, au fond, peut-être, et je conclus par là, mais c'est un peu prétentieux et ambitieux, mais quand même, derrière tout ce que je vous ai dit, il y a cette idée que le théâtre, c'est la sortie du chaos. Du chaos. Ça, c'est le tout début des Métamorphoses d'Ovide. C'est un très beau texte, les Métamorphoses d'Ovide. Alors, il y a une très belle traduction, celle de Klossowski, où il respecte l'ordre des mots latins, mais elle est difficile. Mais je l'ai montée avec des élèves de première.
des extraits, hein, pas la totalité, hein. Mais on l'a monté avec des élèves de première en T1. Et le tout début des métamorphoses d'Ovide, c'est avant qu'existassent la mer et la terre et le ciel qui couvre l'univers. La nature sur toute l'étendue du monde n'offrait qu'une apparence unique, qu'on appelait le chaos. Masse informe et confuse qui n'était encore rien que poids inerte. Amas en même temps, amas en un même tout de germes disparates sans aucun lien entre eux. Il fallait mettre fin à cela en démêlant et arrachant les éléments à la confusion de la masse. Je pense que c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui dans cette espèce de période chaotique. Et le chaos, il est là. Période chaotique dans laquelle nous vivons, que de retrouver des cadres, des structures, des outils pour penser, des outils pour accéder au symbolique, des outils pour construire du sens, et que le théâtre peut y contribuer, et les ateliers théâtre en particulier, dans la mesure où ils sont porteurs de cette exigence collective. Voilà, je vais m'arrêter là, j'étais peut-être un peu long, mais enfin pas trop, je vois. Et puis, on va ouvrir maintenant la discussion, hein, c'est ça le plus important. Moi, c'est surtout, je vous l'ai dit, à partir de mon expérience que je vous ai parlé. Et donc, je suis très à l'écoute de la vôtre et surtout de vos retours sur tout ce que j'ai dit. Voilà, merci. Et donc, c'est à vous maintenant. Bon, je commencerai avec la bise. Non. À l'école, on n'applaudit pas. Vous avez vu ce qu'a dit Alain? On n'aime pas à l'école. C'est vrai. Alors, maintenant, tout ce que j'ai dit, ça peut vous paraître farfelu ou idiot, hein, n'ayez aucun scrupule. Je vous ai dit d'emblée que j'étais pas compétent, donc. Non, c'était une main levée. Ah, pas du tout. C'était Comment? J'aurais pu voir une main levée des pescards. Il y aurait des prévapeurs. Oui, je vous en prie. Vous avez parlé des élèves qui sont plus doués, enfin qui débrouillent le plus mieux que d'autres, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience d'élèves qui n'étaient pas particulièrement partants et puis qui se sont finalement révélés être de bons orateurs, ou de bons acteurs. Voilà, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des fois où vous avez vu que quelque chose a vraiment changé et que même cet élève-là aurait pu même découvrir une personnalité ou se trouver une place qu'il n'avait pas. Alors, en amont, il y a une autre question qui est comment est constitué l'atelier théâtre? Est-ce que ce sont des élèves volontaires qui ont décidé individuellement d'y aller? Ou est-ce que c'est toute une classe, ou une moitié de classe, ou une partie de la classe, et que l'on se donne comme objectif que tous les élèves passent dans l'atelier théâtre? C'est pas tout à fait la même configuration. Hein? Moi, j'ai toujours privilégié la deuxième option. Alors, je sais bien que c'est pas le cas, en particulier des options théâtre. Oui. Les options théâtre dans les lycées, c'est autre chose, et il faut les respecter en tant que telles. Moi, d'abord, j'ai beaucoup plus travaillé sur le primaire et le collège que sur le lycée. Et j'ai toujours privilégié le cas où, en général, par demi-classe, hein, on pouvait impliquer tout le monde. Alors, oui, moi, j'ai des souvenirs très précis de cas où des élèves découvrent. Hein, des élèves découvrent. Je crois que c'est très important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais j'aurais dû la mettre, pas qu'elle manque dans mon exposé. C'est une phrase d'un psychologue qui s'appelle Léontief, qui dit « Tant que le besoin, il dit même tant que le désir n'a pas été satisfait une première fois, il ne connaît pas son objet. Tant que le désir n'a pas été satisfait une première fois, il ne connaît pas son objet. » Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est assez intéressant. Ça veut dire que si vous partez sur le principe de l'offre, je fais un atelier théâtre, vient qui veut. Tant que le désir n'a pas été satisfait une première fois, il ne connaît pas son objet. Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer une expérience de ce type ne savent pas le plaisir qu'ils peuvent y découvrir. Et donc ça, c'est un des enjeux majeurs de l'école. C'est ce qui fait que l'école s'adresse à toutes et tous. Que bien sûr, il y a des ateliers théâtre dans les centres sociaux, les maisons de jeunes, et que c'est tout à fait légitime. Mais que dans l'école, moi, je suis très attaché à dans l'école, parce que tout le monde y passe.
il devrait y avoir pour toutes et tous la possibilité de découvrir quelque chose, en quoi s'investir, et de quelque chose qu'on ne connaît pas avant. Tant que le désir n'a pas été satisfait une première fois, il ne connaît pas son objet. Je peux pas demander à un élève du 9-3 qui n'a jamais vu que The Voice, et encore The Voice, on voit plus The Voice, puisqu'il regarde plus la télé. La télé, c'est une affaire de retraités aujourd'hui. Hein. Globalement, il n'y a plus que les retraités qui regardent la télé. Mais je peux pas demander à un gamin d'aimer Brecht comme ça, quoi. Enfin, s'il a pas découvert le plaisir qu'il pouvait y trouver. Et donc, moi, je suis très attaché à ce que c'est un collectif où il n'y a pas que les volontaires déjà motivés, mais où chacun va découvrir. Et j'ai des souvenirs extrêmement précis, oui, de cas où des élèves complètement inhibés ont réussi à s'exprimer, et où des élèves qui étaient les gros parleurs ont réussi à se contrôler, à laisser la place à d'autres et à exister dans un collectif sans prendre toute la place. Oui, moi j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent à l'esprit là comme ça, y compris sur les rapports garçon-fille par exemple. J'ai souvent vu au début des ateliers théâtre où les garçons prenaient une espèce de posture de domination, les filles étant toujours dans une posture plus réservée. Vous savez, les stéréotypes dans ce domaine sont encore extrêmement forts. Hein. Globalement, malgré tous les progrès qu'on a fait en matière d'égalité garçon-fille, les représentations qu'ont les garçons et les filles de leur nature genrée, c'est quand même que le garçon c'est la force et la fille c'est le soin. Hein, c'est globalement, moi j'ai mené beaucoup d'études sur cette question, mais c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup interrogé par exemple les enfants sur les représentations qu'ils avaient du travail de leurs parents. Et de manière dominante, c'est massif. Le père par exemple, le travail du père, le père c'est James Bond. Il part le matin faire des trucs vachement importants, difficiles, compliqués. Il revient le soir, il est fatigué, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. La mère, on la voit travailler. Et qu'est-ce qu'elle fait? La première chose que vous disent tous les enfants quand on demande ce que fait la mère, ils vous disent « elle range ». Mais alors, ça arrive en tête de tous les trucs. Elle range, elle classe, elle anticipe, elle prépare pour demain. Elle s'occupe pour que demain le vêtement soit prêt, le repas soit prêt, etc. Elle range, elle classe, elle anticipe. Après, vous vous étonnez pas que les filles soient meilleures à l'école que les garçons, hein. Puisque globalement, les filles reconduisent massivement ce qu'ont fait leur mère, et ranger, classer, anticiper, c'est évidemment ce que demande l'école de la maternelle à l'université, hein. Elle ne demande que ça, ranger, classer, anticiper. Donc, on va voir très souvent les garçons occuper l'espace, occupés par une espèce de... par différentes manifestations de force. Alors, il y a la force de la voix, il y a la force du corps, il y a la force de l'emprise, il y a toute une série de manifestations de force. Et il va falloir travailler, et ça c'est compliqué, pour que le garçon assume sa propre fragilité, et pour que la fille assume sa propre solidité. Et ça, c'est un croisement qui est compliqué. C'est un croisement qui est compliqué, et c'est un des enjeux de l'égalité garçon-fille. Parce que, bien sûr, sur la question garçon-fille, il y a les filles se censurent et font pas de maths. C'est vrai, c'est vrai. Et il faut lutter contre ça. Moi, je suis le premier à exiger cela. Mais faire intégrer par les garçons l'idée qu'ils sont fragiles et par les filles l'idée qu'elles sont solides, c'est-à-dire aller à l'encontre des stéréotypes dominants qu'ils ont intégrés, c'est un des enjeux aussi de ce qu'on peut faire dans un atelier théâtre. Moi, j'ai des souvenirs très précis de choses comme ça. Je me souviens d'un groupe qui travaillait, on travaillait sur une nouvelle de Supervielle, je crois, et où nous avons décidé avec le groupe à un moment que les rôles d'hommes allaient être joués par des filles. Mais nous l'avons décidé parce que le groupe, en réfléchissant et en discutant, a considéré que c'était une manière de mieux faire interpréter ce que le texte disait.
Et c'est ça ce que j'appelle un petit peu les moments de métacognition. C'est-à-dire des moments où, bien sûr, il y a l'atelier, on structure l'atelier, tout ça, et puis on prend des temps on se dit, où on en est. Et on peut se donner le droit, moi, en tant que pédagogue, je me donne le droit de dire, écoutez, là, moi, ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout parce que ça ressemble à rien, ou bien non, c'est pas du tout ce que je cherche et ce que je veux. Je suis toujours très gêné par ceux qui me disent par les animateurs d'ateliers qui me disent que quand ils font ça, ils sont trop directifs. Non, c'est pas trop directif. On va pas imposer aux gens notre non-directivité, c'est encore plus directif. Non, moi je pense que on peut faire des pauses méthodologiques régulières et qu'on a besoin de faire ces pauses méthodologiques, qu'on a besoin d'entendre un peu le ressenti de ceux qui se sentent mis à l'écart, qui n'ont pas envie d'y aller, d'entendre les conditions qui leur permettraient d'y aller. On a besoin de cela. Alors évidemment, moi, je parle en général, ça va pas être la même chose si on adapte un texte littéraire, si on part d'improvisation, si on adopte une formule du théâtre forum, ou si on est plutôt sur, je sais pas, une imitation d'un journal télévisé ou que sais-je encore. Moi, je vois beaucoup de ça dans les qui n'ont pas la chance d'avoir des animateurs d'atelier théâtre. Quand ils se lancent, ils font de l'imitation de la télé. C'est un peu tristouné, mais hélas, c'est souvent le cas. Mais on se donne le droit, à certains moments, de s'arrêter, de faire une pause méthodologique et d'en débattre avec eux. Et je pense que ça fait partie du rôle de l'animateur théâtre. Mais je crois, je ne suis pas la parole de l'évangile, moi, je vous donne juste un témoignage, qui est le mien. Oui, d'autres... Oui, je vous en prie, merci. Alors moi, j'ai un peu exploré toutes les possibilités. Alors, il m'est arrivé d'écrire moi-même des textes. Parce que je trouvais que il y avait à un moment quelque chose qu'il fallait... le plus souvent d'ailleurs, c'était des adaptations de textes existants déjà. Il m'est arrivé de proposer divers textes, il m'est arrivé de ne pas passer par des textes et de travailler avec de l'improvisation à partir de thèmes. Moi, je crois qu'il n'y a pas de recette unique là-dessus. Je crois que si vous connaissez un peu le groupe, le collectif, vous allez sentir quelle est la meilleure manière de l'engager dans une dynamique collective. Moi, je crois pas qu'il faille trop se censurer. Les gamins ont besoin qu'on leur propose des choses aussi. Et même des choses un peu difficiles, un peu compliquées parfois. C'est pas spontanément ce qu'ils vont vouloir faire, c'est un blockbuster. Bon, moi, j'ai fait aussi beaucoup de cinéma. Bon. À un moment, j'ai basculé dans les années, je vous dis pas quand, je suis vieux, j'ai basculé vers le cinéma pour des tas de raisons, puis j'ai abandonné le cinéma au moment de l'arrivée du numérique parce que je m'y retrouvais plus, je savais plus faire les montages, je voyais plus comment on pouvait suspendre les bouts de pellicule et les coller. Mais dans le cinéma... Vous avez refusé des films avec vos élèves? Oui. Dans le cinéma, quand on demande à des élèves, on va faire un film, ils veulent faire quel film? Ils veulent faire un blockbuster américain. Et alors moi, je les prenais en général assez au sérieux. Et je leur disais, oui, on va le faire. Mais alors, on a les moyens ou pas? Parce que là, vous voulez un camion, vous voulez une poursuite de voiture. Et moi, je les poussais dans leur retranchement pour arriver jusqu'au symbolique, justement. Qu'est-ce que vous voulez montrer? La peur. Et la peur, est-ce que c'est forcément une bagnole en feu? Voilà. Et c'est intéressant de partir de ce que spontanément pour arriver à construire symboliquement les choses. Ça, c'est très important, je trouve, en particulier au primaire et au collège. De partir, mais de les pousser pour accéder à autre chose.
et à certains moments, éventuellement, leur proposer un texte. Leur proposer un texte parce que ce texte nous paraît pertinent à ce moment-là. Ça peut être un texte déjà de théâtre, ou ça peut être... moi, j'ai beaucoup utilisé des textes littéraires qu'on mettait en scène. D'une certaine manière, je réfléchis en vous parlant. C'est vous qui m'obligez à réfléchir à ça. J'avais jamais réfléchi. J'ai plus utilisé de textes littéraires non théâtraux que de textes dits de théâtre. Et je suis en train de me demander pourquoi. Je me suis jamais demandé pourquoi. C'est votre question qui fait me demander pourquoi. C'est parce qu'ils sont moins précontraints, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans le texte théâtral traditionnel, il y a les personnages, les machins, les ceci, les cela, les didascalies, tout ce que vous voulez. Prenez un texte comme la Théogonie d'Hésiode ou les Métamorphoses d'Ovide. Il faut faire émerger de ça des choses, il faut faire émerger des séquences, des personnages, il faut se dire comment on va le représenter. Donc il y a tout ce travail d'effort pour passer d'un texte linéaire à un texte théâtral. Et je trouve ce travail, et vous voyez, j'y avais jamais pensé avant de venir chez vous, que je suis pas venu pour rien. J'avais jamais pensé que, au total, au début, j'ai pris des textes théâtraux, en particulier, j'étais fan de Brecht, j'ai pris beaucoup de Brecht, mais ça, c'était ma période un peu dogmatique. J'ai pris des textes de commedia dell'arte et des choses comme ça, ou des grands textes classiques, bon. Mais très vite, j'ai pris plutôt des textes littéraires qui étaient des nouvelles. J'ai pris souvent des nouvelles. Je me souviens avoir pris des nouvelles de Maupassant, des nouvelles de Supervielle, des nouvelles, voilà, des nouvelles. Et je les ai fait travailler pour faire émerger du texte des scènes, des personnages, des situations. Et ça, c'est très intéressant à faire comme travail. Parce qu'ils ont un texte de 3-4 pages. C'était en général des petites nouvelles, hein. Ou 10 pages, si c'est une nouvelle de Maupassant. Et comment on fait pour représenter ça, pour visualiser ça, pour donner de la chair à ça? Alors, ils commencent tous par dire, il y a quelqu'un qui va lire le texte, et puis les autres, ils vont mimer. Hein? Ben non, là, vous dites non, on va pas faire ça. Hein? On va chercher autre chose. Alors, comment on fait? Et là, le travail de la construction du symbolique, il est très intéressant. Il est très, très intéressant parce que on construit l'espace, on fait émerger du texte linéaire des arêtes, des éléments forts, des mots qui vont revenir à plusieurs reprises. On réfléchit éventuellement à une musique qui s'accorderait, à un geste. Voilà. Et tout ça fait que ce texte linéaire devient, il y a des arêtes qui émergent, il devient quelque chose dont on peut s'emparer pour en montrer à d'autres quelque chose. Donc, vous voyez, merci de m'avoir rappelé cette chose-là. Oui, je vous en prie. Moi, j'ai dit, alors, je sais pas si c'est une remarque ou une question. Non, mais plutôt une remarque, j'espère. Hein. Que parler du rituel et de l'accent autour du lit d'un rituel très clair, par exemple, dans le cadre scolaire, je me demande si ce serait accepté aujourd'hui. Même si on réinventait une forme de rituel, est-ce que ce serait accepté? Et je pense notamment au fait que qu'est-ce qu'il est, on accepte des rituels dans certains domaines et pas dans d'autres. Par exemple, le sport, qui est une des rares choses, peut-être encore. Tout à fait. De manière intergénérationnelle au niveau de la télévision, est extrêmement ritualisé. Absolument. Voilà, main sur le cœur, chantant tout ça. Ah, tout ça est très ritualisé. Est-ce qu'on l'accepterait dans un cadre scolaire aujourd'hui, alors que dans le sport, quand j'allume des ateliers, moi je regarde justement ces matchs parce que les élèves ont beaucoup plus une connaissance des rituels sportifs que de l'atelier du théâtre en général. Donc je m'appuie sur ça et sur leur expérience aussi en tant que participants dans des clubs à la rigueur que leur demande et qu'ils considèrent comme, pas parce qu'ils ne la connaissent pas sans doute aussi, mais comme absente potentiellement de toute pratique artistique. C'est vrai. Et est-ce que c'est quelque chose de réconciliable ou pas? Moi, j'ai tendance à dire que c'est possible. Peut-être pour illustrer mon propos, une anecdote. Donc, après quelques années d'enseignement universitaire, moi, j'avais repris une classe en lycée professionnel.
j'ai repris une classe avec des BEP, qui à l'époque s'appelaient des BEP Orsu, opérateurs régleurs de système d'usinage, c'est-à-dire futurs livreurs de pizza à mi-temps. J'étais prof de français, histoire et droit du travail avec eux. Et ils arrivaient à 3h30 dans la classe de français, ils sortaient d'atelier, et pour les mettre au travail, c'était une vraie galère. Alors avec les autres collègues de français, d'histoire, tout ça, on a réfléchi, on s'est dit comment on fait, et on avait inventé un rituel qui finalement s'est avéré très très intéressant. Alors on s'est dit d'abord des choses très simples, on s'est dit on va les attendre à lui un par un, bon ça c'est déjà bien, c'est déjà un premier rituel, et déjà ça joue. Et puis on s'est dit on va faire autre chose. On va demander à chaque élève à son tour de rentrer avant dans la classe et d'inscrire une citation qui lui plaît bien au tableau. Et on va donner à tous les autres élèves de recopier la citation sur un carnet. Et alors ça a eu un succès fabuleux. Les élèves, ils ont adoré chercher des citations. Alors au début, c'était dans des chansons de rap. Ensuite, ils allaient évidemment chez la documentaliste chercher dans les dictionnaires des citations. La documentaliste était ravie parce qu'elle n'avait jamais vu les BEP reçus dans le centre documentaire, évidemment. Ensuite, ils se sont mis à chercher des citations un peu dans les journaux, un peu partout. Et finalement, à travers on s'est aperçu qu'à la fin de l'année, ils avaient 50, 60, 80 citations, avec du vocabulaire, avec des auteurs. Alors certaines étaient loufoques, d'autres étaient sérieuses. Mais ils ont finalement très bien accepté parce que ils ont été partie prenante du rituel. C'était eux qui allaient chacun à leur tour et chacun à leur tour. Personne n'était dispensé d'aller écrire sa citation. Alors bien sûr, il y en a qui demandaient aux parents, mais les parents, avec les BEP reçus, ils étaient quand même un peu aux abonnés absents. Et puis d'autres qui demandaient aux copains. Mais malgré tout, chacun devait faire le geste d'y aller. Dès lors que le rituel est impliquant pour les personnes, je pense qu'il est accepté. Parce qu'on en a besoin. Alors, plus ou moins. Les psychologues nous disent, il y a des gens qui ont vraiment besoin de beaucoup de rituels. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de rituels. Les psychologues distinguent ce qu'on appelle les dépendants du champ et les indépendants du champ. Les dépendants du champ, c'est les gens qui ne peuvent travailler que s'ils organisent leur table, s'ils ont leur stylo là, leur machin là, s'il n'y a pas de bruit autour d'eux, et s'ils sont complètement concentrés, si personne vient les déranger. Les indépendants du champ, c'est les gens qui ne travaillent jamais mieux que dans un bistrot où tout le monde passe, où il y a du bruit, etc., etc. Et donc on sait que Grégory, c'est un continuum. C'est-à-dire les gens totalement dépendants du champ sont morts et les gens totalement indépendants du champ sont morts aussi. Donc on est quelque part sur le continuum. Et donc on sait que les gens dépendants du champ ont besoin de beaucoup plus de rituels, en particulier pour se concentrer. Mais on sait aussi que l'évolution sociétale aujourd'hui, avec le triomphe du flux dont je parlais tout à l'heure, rend les gens plus dépendants du champ que jamais, avec le fait qu'ils n'osent pas se l'avouer, parce que c'est identifié comme étant trop féminin, ou c'est identifié comme étant pas assez autonome. Il y a une conception de l'autonomie très particulière qui se développe aujourd'hui, qui est « je n'ai besoin de personne ». L'autonomie, c'est pas « je n'ai besoin de personne », c'est « je décide d'aller demander à quelqu'un de m'aider parce que j'ai besoin de lui ». Il y a une conception de l'autonomie aujourd'hui qui est en fait l'indépendance ou la suffisance. C'est pas ça, la véritable autonomie, c'est pas d'être suffisant. C'est de savoir au contraire demander le bon conseil et obtenir le bon renseignement au bon endroit. C'est ça, être autonome. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a on est devant des enfants. Alors, pour ce que m'en disent les collègues, moi je suis plus devant les classes directement. J'y vais de temps en temps, mais très rarement aujourd'hui. Mais ce que m'en disent les collègues, j'étais encore avec un groupe d'une centaine de professeurs des écoles hier à Belfort, où on travaillait justement sur cette question de l'attention des élèves. Ce que me disent les collègues, c'est que les enfants sont à la fois, ils ont un besoin de rituel et en même temps, ils ont une sorte de refus de ce rituel. Ils sont ambivalents. Le refus parce que accepter le rituel, ce serait rentrer dans la norme,
Donc il y a une ambivalence, besoin et refus. Et je pense que par rapport à ça, le théâtre a un rôle à jouer parce que il y a ce rituel. Moi, j'ai toujours beaucoup regretté que l'indifférenciation des salles de classe. Ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Et un atelier théâtre, moi, je ne fais rentrer que quand la salle est bien préparée, que quand on s'assoit dans un endroit et pas dans un autre, je mets un spot lumineux ou pas, mais peu importe. En tout cas, j'inscris délibérément l'espace, je construis l'espace-temps. Et ça, je pense que c'est indispensable. Imaginez que les gamins ils rentrent n'importe comment et qu'on passe 10 minutes à dire chut, écoutez-moi, on se met en... Non mais ça c'est de la foutaise, ça. Ça c'est vraiment de l'utopie, ça. C'est pas de l'utopie, c'est même une espèce d'irréalisme absolu. C'est penser que les enfants sont de purs esprits. Non, les enfants, ils ont besoin, comme nous, que le cadre les mette dans une posture mentale. Voilà. Ils ont besoin de ça. J'ai beaucoup illustré ça au début de mes travaux par la différence, mais c'est plus du tout d'actualité, de perception entre la télévision et le cinéma. Moi, j'ai commencé mes travaux sur l'attention à une époque où il n'y avait pas Internet, et où on pouvait regarder des films soit à la télévision, soit au cinéma. Et j'ai fait des études comparatives très fortes. On voit très bien, la télévision, c'est de l'attention segmentée. Jamais linéaire, parce qu'on regarde un film, mais en même temps, on va bouffer un morceau de fromage dans le réfrigérateur, on prend la télécommande à sa sœur, etc., etc. Mais c'est plus le cas, puisqu'aujourd'hui, on regarde plus la télé. Alors qu'au cinéma, on est dans le noir, attention conjointe, du début jusqu'à la fin. Et vous pouvez prendre le même film, j'ai fait l'expérience des dizaines de fois, et demander ensuite aux enfants ce qu'ils en ont retenu et ce qu'ils en ont compris quand ils l'ont vu à la télévision et quand ils l'ont vu au cinéma, il n'y a pas photo. Au cinéma, ils comprennent. Ils voient les liens. Même si le récit est haché. À la télévision, ils sortent des bribes. Un bout du début, une image de la fin, un truc du milieu, ils agglomèrent tout ça, ils vous renvoient tout ça en disant ce qui les a impressionnés. Mais la linéarité du propos, ils la voient plus. Et ça, c'est parce que le cadre n'est pas le même. Le cadre, le salon où tout le monde discute et où on regarde un film, ça n'a rien à voir avec la salle de cinéma où tout le monde regarde l'écran. Et où il y a, comme dit Godard, le faisceau qui focalise, etc., etc. Donc moi, je crois beaucoup à cette nécessité de structurer le cadre. Et je pense que là, le théâtre et les animateurs théâtre, ils ont un rôle essentiel à jouer. Et s'ils pouvaient donner quelques conseils aux enseignants sur le fait qu'on peut pas enseigner n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, mais qu'il faut construire des cadres qui rendent possible la transmission, ce serait bien. Ce serait bien. Mais j'admets l'ambivalence. Je crois que vous avez raison de souligner l'ambivalence à l'égard des rituels. Mais je reste convaincu que les ados à qui on n'a pas fourni des rituels structurants qui leur permettent de grandir vont se donner des rituels aliénants. Parce que, vous les voyez, les ados qui n'ont pas eu la chance d'être embarqués dans des rituels qui sont des rituels de dépassement, ils vont être embarqués dans des rituels d'assujettissement au leader, par exemple. Des rituels d'assujettissement à la marque. Des rituels d'assujettissement à une forme de... alors la marque, oui, un type de musique obsessionnelle, ou un type de comportement... Mon collègue Azouz Begag, avec qui j'avais travaillé à une époque, avait étudié les comportements des jeunes des cités et montré que, y compris leur déplacement dans l'espace, était extrêmement ritualisé. Tout était ritualisé. Parce que ils avaient besoin de ce rituel et on leur avait pas fourni, justement, d'autres occasions de construire des rituels dans lesquels ils puissent s'impliquer. Et je pense que là, le théâtre pourrait être un sacré bel atout pour ces jeunes-là. Ouais, allez, on y va. Moi, j'ai tendance à répondre un peu longuement, donc coupez-moi. Oui, je vous en prie. Moi, j'ai juste une curiosité. Est-ce que, dans votre expérience, vous avez jamais utilisé la marionnette ou en tout cas des objets animés? Si. Et comment ça s'est passé? Alors, j'ai utilisé la marotte. Il y a des tas de types de marionnettes. J'ai jamais utilisé parce que je connais pas bien la marionnette chinoise, ni même le guignol. J'ai utilisé la marotte parce que c'est une marionnette d'abord facile à faire,
est très intéressante et je trouve que c'est très riche. C'est très riche parce que il y a ce jeu entre la marionnette et le personnage. Hein. Je trouve que c'est très riche, c'est très intéressant. Je l'ai pas suffisamment fait pour vous en dire beaucoup. Je me souviens avoir adapté avec une classe de 5e le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne avec des marottes. Et alors là, ils avaient fait un sacré travail. Je dis ils parce que ils avaient très largement travaillé eux-mêmes pour découper le texte, pour identifier les personnages, pour construire les décors. C'est un travail colossal à faire. C'est très formateur. Hein. Je trouve que c'est très formateur. Je n'ai pas utilisé, ou alors très rarement, le masque, mais je sais que des collègues utilisent le masque, alors soit le masque neutre, soit les masques de la Commedia dell'arte, etc. C'est aussi sans doute, mais c'est une technique que je connais pas bien. Non, parce que je me demandais surtout si dans le cas où des élèves avaient plus de difficultés justement à s'exprimer, à aller sur scène. Vous avez raison. Vous avez raison. Et peut-être, là aussi, j'apprends quelque chose en vous écoutant. Peut-être que j'aurais dû plus prospecter du côté de l'usage du masque par rapport à un certain nombre d'enfants, d'adolescents qui sont en situation de réserve et de timidité maximale. Peut-être. Vous avez raison. Ça prouve que, vous voyez, on apprend à tous les âges. Formation tout au long de la vie. Oui, je vous en prie. Vous avez parlé tout à l'heure du symbolique et de l'obscène. Ouais. Qui s'opposaient. Enfin, ouais. C'était le terme. Oui, c'était une manière. Ça m'a fait penser à j'écoutais une conférence d'Aurélien Barraud. Ouais. Qui lui sans doute. Très bien. Et qui lui oppose le poétique au prosaïque. Et je me disais peut-être que, ouais, prosaïque en tout cas. Mais poétique, prosaïque, ça me faisait penser à ce que vous avez. Ouais, peut-être que ça rejoint. Moi, j'aime bien Aurélien Barraud, mais je n'avais pas écouté je connaissais pas cette opposition-là. Peut-être que oui. L'obscène, pour moi, c'est la surenchère des effets. Le top du top de l'obscène, c'est la télé-réalité. Parce que là, tout est montré. En réalité, rien n'est montré. Mais on fait croire que tout est montré. Dans certaines émissions de télé-réalité au Brésil, par exemple, il y a même des caméras dans les toilettes. Vous savez qu'en France, ça a été interdit au premier Love Story, la caméra dans les toilettes, parce qu'ils les avaient mises. Parce qu'il fallait tout montrer, quoi. On veut tout montrer, tout montrer. La télé-réalité, c'est l'idée que on va tout montrer, tout. Rien ne sera caché. Sauf que quand tout est montré, il n'y a rien à penser. Soit dans une forme de contemplation béate, mais l'absence de symbolique, pour moi, c'est l'absence de l'effort de la pensée même, dans son élément le plus simple. Et c'est là-dessus que je trouve intéressant dans les ateliers théâtre de travailler pas seulement sur le corps et la voix. Bien sûr, le corps et la voix, moi j'ai beaucoup travaillé quand j'étais directeur du UFM, j'avais mis en place pour tous les enseignants, futurs enseignants, un atelier corps et voix, et c'était Robin Renucci qui l'animait, c'était vraiment un beau moment. Mais je trouve que dans les ateliers théâtre, il faut aussi être attentif au symbolique, par exemple, des objets, des décors. C'est très intéressant de voir le moment où les élèves vont passer de l'idée qu'il faut faire vrai à l'idée qu'il faut faire symbole. Parce que là, il y a un vrai basculement. Il faut faire vrai, il faut que ça ressemble. Il vous dit ça, il faut que ça ressemble. Comme dans le théâtre de boulevard, on fait un salon qui ressemble au salon, qui est censé ressembler au salon des gens de la pièce. Il faut que ça ressemble. Le moment où on met un tabouret à 3 pieds et où ça sert à la fois de trucs pour monter dessus, de tabourets pour s'asseoir, mais aussi de trucs où on pose... C'est-à-dire le moment où, là, il se passe quelque chose. On n'est plus dans « il faut que ça ressemble ». On est dans « il faut que ça symbolise ». C'est pour ça que j'opposais à l'obscène en prenant l'exemple un peu caricatural de Poitiers. Parce que quand on vous met dans cette espèce de lieu où vous descendez un rapide américain, l'objectif c'est que ça ressemble, quoi. Le plus près possible. Passer que ça ressemble à ce que ça signifie, c'est un vrai
c'est un vrai plus. J'ai vu, il y a pas très longtemps encore, c'est il y a 2 ans, un spectacle de théâtre donné par des élèves de terminale et de prépa que j'ai trouvé affligeant. Mais affligeant. C'était mais vraiment il y avait une absence de pensée du symbolique, mais complète, avec une espèce de souci de la ressemblance qui était, mais d'un ridicule absolument total, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ils n'étaient pas rentrés dans le théâtre. Ils étaient dans une espèce de pâle imitation de ce que je regardais avec mes parents quand j'étais petit, là aussi personne ne s'en souvient, qu'on appelait au théâtre ce soir. Vous savez, cette espèce de truc, là, avec les décors de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Je me souviens de ça. Personne ne peut s'en souvenir ici. Si, je vois qu'il y en a qui s'en souviennent. Hein? Et pourtant, c'était... si je vous dis ça, c'est aussi parce que c'était des élèves de très haut niveau et que j'ai pu voir par des élèves très en difficulté ou qu'on considère comme étant des choses de bien plus grande qualité. Pour dire que le niveau l'investissement des personnes et ce qu'elles gagnent et ce qu'elles comprennent grâce à un atelier théâtre, c'est pas nécessairement lié à l'origine sociale, quoi. Des gamins très en difficulté accèdent d'une certaine manière parfois plus facilement au symbolique parce que ils n'ont pas les moyens de faire la ressemblance. C'est un peu ce que je vous disais sur le cinéma tout à l'heure. Quand on n'a pas les moyens de faire du ressemblant, on fait du symbolique. Et là, on gagne. On gagne en intelligence des choses. D'autres, allez, mais sinon, on joue pas la montre. Hein. Je regarde Marco. Oui, je vous en prie. On a encore un peu de temps. Ouais. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'amener des élèves hors du cadre scolaire? De les encadrer? Non, hors du cadre scolaire. Oui, oui. Par exemple, je vous disais, j'ai fait des ateliers théâtre à Saint-Étienne là pendant toute une époque, pendant les vacances de la Toussaint, avec les gamins qui étaient au pied des tours. Oui, bien sûr. Oui, ça, je pense que c'est très important de le faire. Et avec les CMA, nous proposons toute une série d'activités de ce type. Alors, souvent, nous les jumelons. Par exemple, nous avons mis en place sur la ville de Nantes, pour toutes les banlieues, un truc bicéphale, théâtre, terrain d'aventure. Dans terrain d'aventure, en fait, c'est construire des cabanes. Terrain d'aventure, on fait venir des palettes. On fait venir un Algeco, on fait venir des outils, on cherche aussi un ou deux retraités compétents, et puis on cherche des animateurs, et puis on ouvre. Et il y a les gamins dans la tour qui jouent avec leur jeu électronique et qui, à un moment donné, se disent, est-ce qu'il se passe pas quelque chose là-bas en bas? Et ils finissent par descendre, et puis ils prennent des palettes, ils font des trucs. Et on a sur les petites vacances, donc la Toussaint, février, et c'est tout. On a mis en place sur Nantes un système où il y avait à la fois terrain d'aventure et atelier théâtre. Alors ça se complétait très très bien parce que la construction de l'espace, construction des gradins, construction du décor, construction, ça et les gamins étaient très facilement impliqués dans l'une et dans l'autre. Avec aussi cette idée que nous avons, mais qui est pour moi très important, que le travail manuel est un outil intellectuel fabuleux. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la sidération des écrans, hein. Tous les chercheurs savent quel est le contrepoison. Tous les chercheurs. C'est le travail manuel. C'est travailler la terre, le bois, le carton, faire de l'instrument de musique, c'est le travail manuel. D'ailleurs, vous-même, vous le savez, moi-même, je sais, si mon téléphone sort pendant que je suis en train de réparer ma chasse d'eau, je l'entends pas. Parce que je suis occupé à quelque chose, et mon esprit, parce que le travail manuel reconstitue les capacités attentionnelles, on le sait. Et donc, nous sommes très attachés au CMA à allier le travail des mains, dans ce que ça a de plus formidable, donc construction, avec des objets qui nous résistent, hein, parce que les objets font pas d'eux ce qu'on veut,
et puis le travail de réflexion qui accompagne, qui peut s'accompagner, et qui dans le cadre de ce que je vous dis là, est un travail théâtral. Mais je crois que ce serait très intéressant. On a du mal à convaincre les municipalités de ce genre de choses, parce que ils nous mettent en avant des problèmes d'assurance, des problèmes de sécurité, des problèmes de ceci, de cela, c'est compliqué. Et puis on veut de plus en plus des trucs cadrés, anticipés, avec appel d'offres, marché, tutti quanti, donc c'est très compliqué. Mais je pense qu'il faut pas lâcher. Qu'à ce titre, l'éducation populaire, dans ce qu'elle a apporté avec le théâtre, doit pas lâcher. Chancerelle est toujours, à mon avis, d'actualité. Chancerelle, c'était la même époque, vous savez, vous avez entendu parler les frères Jacques, tous ces gens-là qui étaient à... Jacques dérive des comédiens routiers. Voilà, les frères Jacques qui dérivent des comédiens routiers. C'était c'est l'école qu'on appelle l'école d'Uriage. Il y a des gens qui étaient à Uriage et qui sont embarqués dans le maquis du Vercors, qui ont constitué le maquis du Vercors après, et dans lesquels il y avait Jean Villard, Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, les grands syndicalistes de l'après-guerre sont tous passés dans ce creuset-là, hein, qui était intellectuellement une vraie révolution. Une vraie révolution. Quand Chancerelle monte les Trois Mousquetaires, avec des trucs, des bâtons de bois, avec 4 vieux tissus et deux tonneaux, et c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire parce que personne ne l'a fait avant lui, que Planchon le fera après, très largement, y compris en détruisant mise en pièces du Cid et tout ça. Mais c'est révolutionnaire parce qu'il ouvre la possibilité d'entrer dans le théâtre sans être, sans avoir les ateliers de l'Opéra de Paris, quoi. Et que c'est en même temps un accès au symbolique beaucoup plus grand que quand quand je cherche à faire de l'imitation exacte, quoi. C'est-à-dire, ça pour moi, c'est la vraie révolution qui a permis au théâtre de devenir réellement l'outil éducatif qu'il peut être aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis triste quand je vois qu'on fait le chemin inverse. Alors quand je vois des ateliers théâtre comme celui que j'ai vu il y a peu de temps, où en fait ils reviennent au théâtre ce soir, quoi. Voilà, où il faut faire vrai, parce que là, pour moi, c'est vraiment un retour en arrière. On regarde cette vraie révolution. Alors, il y a une histoire du théâtre que j'aime bien en bande dessinée, là, vous connaissez évidemment, qui est un peu périmée d'ailleurs, je crois, hein, parce que elle est vieille maintenant, elle est très vieille, et on n'y trouve pas Moadji Wawad ni quiconque, mais qui raconte assez bien ce moment-là, en tout cas.